Yo 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 les potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien. Aujourd'hui, petite masterclass sans Capette qui ne sera pas disponible ce soir. Mais, je vous ai préparé du lourd d'un point de vue actu, fonda, etc. J'ai fait mes devoirs, donc normalement ça devrait être assez complet. J'ai des notes très longues, enfin très longues. J'en ai aussi longues que Capette, hein. Mais voilà. Yo les potes, yo à tous. Yo Irlad, Patrice92, Wandawa, Guigui du forum, Cryptouf, je sais pas comment prononcer, Erratic Ape, Frankie Love, Willy Ware, Willy Nier, excuse-moi, Dim, Lazuli, Gums. Putain, mais vous avez des pseudos qui sont imprononçables, hein. C'est dur de prononcer vos pseudos, les potes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je crois qu'on a passé une plutôt bonne semaine. La semaine est passée vite. Je sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que... Enfin, on a eu du coup l'airdrop de Dimension cette semaine. Et j'ai l'impression que ça fait un certain moment déjà. J'ai l'impression que c'est passé à une vitesse incroyable. Cette semaine, on a eu vraiment de tout. On a eu des airdrops, on a eu les tokenomics de Wormhole, on a eu de Legon Layer, on a eu un crash de Solana, on a eu les ERC 404, on a eu vraiment beaucoup de choses. On a eu aussi un petit BTC qui s'est enflammé, on va pas se mentir. Je pense que voilà, ça s'est pas mal excité. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci à Raffol pour le sub. Merci beaucoup, mon ref. Merci beaucoup, merci pour les subs, les potes, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine sinon ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté des meme coins sur Starknet. Le mec du fonda, quoi. Le mec du fonda qui achète des meme coins sans recherche. Non, pas Capette ce soir. Pas de Capette ce soir. Capette est pas dispo ce soir. Honnêtement, ça arrive. Il y a des soirs où je suis pas dispo. Il y a des soirs où il est pas dispo. Pour être honnête, c'est plutôt moi qui suis souvent moins dispo que lui. Donc on prend le relais. Et dans tous les cas, on aura plein de choses à couvrir. Même si je suis pas le gars du fonda, je regarde beaucoup de choses. Enfin, dans tous les cas, je parle avec Capette H24 et avec pas mal de gens qui sont bien calés. Donc voilà. Ce soir, on parle fonda, on parle actu, on parle trading, investissement et globalement, on parle de ce que vous voulez. Hein. Mais moi, c'est ce que je me suis noté. Sur le fonda, ça va être plus léger que d'habitude, vous en doutez, hein, parce que voilà, vous parlez des Zk Stark et des Zk Snark, bon. Voilà, j'ai choisi mes batailles, ce sera pas cette bataille-là en termes de vulgarisation. Mais voilà, merci beaucoup Flaydem pour le sub, merci pour le 33e mois, merci beaucoup. Merci aussi à Cruzy Time, merci beaucoup pour le 5e mois, dont un mois consécutif. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Where is Boubou ? Bah Boubou, il est allé à la banque là pour chercher mon argent du pari là. Ça l'a un petit peu occupé. Tu connais IQ ? Non, je ne connais pas IQ. En vrai, je peux répondre à 2-3 questions dans le chat avant qu'on commence. Parce que d'habitude, on n'a pas trop l'occasion de regarder le chat. Mais voilà. Petit Prince à troll, il n'y a pas d'interview. Petit Prince, sous tous mes tweets, il dit que voilà, il est chaud pour une interview, etc. Il n'y a absolument rien de planifié. Hein. Il n'y a absolument rien de planifié. J'ai rien prévu avec le Petit Prince. Je le dénigre pas, hein, mais voilà. Non, on verra peut-être qu'un jour. Peut-être un jour, ça se fera. T'as vu, Icetech a annoncé sur Twitter qu'il a commencé à acheter du Mina. Ça a bien pump. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu qu'on a eu le cartel Icetech Capital et Samy qui ont chill le Mina. Probablement pour les bonnes raisons fondamentales, je suppose. En tout cas, je surveille. Ouais. Je surveille. En tout cas, Mina, c'est un truc jusqu'à maintenant que j'ai moins regardé. Et le fait que t'aies un Samy qui en parle, pour moi, c'est un signal assez intéressant. Bon, après, évidemment, il va faire pumper ses bagues. Hein. Je sais pas s'il est investisseur ou s'il a acheté des bagues, etc. Mais voilà, mais après, tout le monde chill ses bagues. Hein. Moi-même, je le fais, le premier. Puis, sans parler des mecs sur Tao qui nous spamment sur Twitter. Mais en vrai, c'est mérité. Ils ont... C'est pas qu'ils ont souffert, les gars de Tao. En vrai, ils ont jamais souffert. Ça a été du up only. Mais... au début, on a été pas mal à les dénigrer et pas mal de gens ont retourné leur veste en ce qui concerne l'IA, ou en tout cas l'application de l'IA pour Tao. Et du coup, maintenant, ça change pas mal. Il y a pas mal de gens de plus en plus optimistes. Moi-même le premier. Surtout d'un point de vue investissement, capitalisation, etc. Hein, qu'on se le dise clairement. Samy, il en parle depuis des années. Ouais, ça m'étonne pas. Samy, en vrai, quoi qu'on en dise, il est là à chaque fois avant tout le monde. Hein. Je vois rarement des trucs pétés où il est pas dedans.
On peut pas lui enlever. Mais après, en fait, il fait tellement de réseaux, il parle avec tellement de gens, etc. Et il est très smart et il a tellement de connaissances fonda que quand t'es un mec aussi bien placé que lui et que t'as toutes ces infos et qu'en plus de ça, t'es un mec malin bien renseigné, je pense que t'arrives à agréger tout ça et en faire des choses assez sympas. Il est où Capet? Capet n'est pas là ce soir. Je sais pas si c'est la dernière fois que je répète, mais Capet n'est pas là ce soir, il n'est pas disponible. Du coup, je prends le relais, mais ça m'empêchera pas de parler de l'actu et du fonda. Il est dans tous les discords, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est qui Samy? Une chaîne ou Twitter que j'aille voir? C'est Samy JDC, c'est un des fondateurs de Journal du Coin, fondateur aussi de Not Guardians. Petite analyse sur Ternoa, peut-être plus tard, j'avoue que là on a vraiment 10 000 trucs à évoquer. Il a trouvé une asiatique ou quoi? Je sais pas, je ne partagerai pas la vie intime de Capet. Samy a short le sol quand même au plus mauvais moment. Bah après, tout le monde fait des erreurs, tu vois, et puis quoi qu'on en dise, sur le moment, quand t'as 80% du supply, enfin quand t'as une augmentation de 300-400% du supply en circulation sur Solana pour un projet qui n'était pas aussi adopté, pas aussi reconnu, etc., je peux comprendre qu'il ait essayé de le faire. Le problème, c'est que quand t'as un investisseur qui essaye de se positionner pour spéculer sur les dérivés, etc., en général, vu que c'est des gens qui sont moins éduqués sur la partie produits dérivés, ils ont souvent un plan qui est moins clair. Et du coup, bah, est-ce qu'il y avait un stop loss? Est-ce qu'il y avait une invalidation? Ou est-ce que c'est juste genre short et Inch'Allah? C'est un peu ça le truc touchy quand on est investisseur et qu'on essaie de se mettre sur les produits dérivés, parce que d'habitude, on est en spot, on peut pas se faire liquider avec les produits dérivés, c'est un peu différent. Frérot, je voulais t'acheter des points à 35 $ pour le million de points sur l'Hyperliquid, mais pas compris comment faire. Mais en fait, de toute manière, Hyperliquid, j'ai arrêté de payer les gens qui font du volume sur mon lien d'affiliation. Tous les gens qui en ont fait jusqu'à maintenant ont été éligibles à ça. J'en ai payé quelques-uns et je vais payer ceux qui restent. Donc j'honore ma parole, mais j'ai annoncé sur mon Discord que j'ai arrêté de le faire. Simplement parce que sur Hyperliquid, la manière dont sont donnés et calculés les points a changé en fait. Et c'est quelque chose qui est propre à Hyperliquid. Alors je pense qu'il y a des gens qui vont râler parce qu'ils ont payé des frais pour faire du volume et donc essayer d'obtenir des points. Et donc je peux comprendre qu'il y a pas mal de gens frustrés. Moi le premier, j'étais assez frustré, etc. J'ai envoyé un message à la team d'ailleurs à ce sujet-là. Mais bon, comme d'habitude, et c'est normal, pas de commentaires. Et surtout, quand tu fais un système de points et que les gens ont trop cerné comment obtenir les points, parce que, en fait, quoi qu'on en dise, le système de points, quand tu vas sur Margin5, quand tu vas sur Camino, quand tu vas sur Egonlayer, etc., c'est pas des systèmes de points opaques. C'est-à-dire que tu sais où tu vas, tu sais combien tu auras de points si tu fais telles actions pendant tant de temps. Par contre, tu sais pas ce que ça va te donner exactement. En tout cas, quelle sera la conversion en points, enfin de points à token en fait. Si token il y a. Mais sur Hyperliquid, en fait, ce qui était assez différent et ce que je trouve malin, c'est qu'en fait, leur système de calcul de points a été opaque pour justement, pour justement éviter qu'il y ait trop d'entreprises ou trop de firmes ou de farmers professionnels qui se placent dessus et qui récupèrent une grosse partie des jetons. Du coup, en fait, le calcul des points est opaque et il peut changer de semaine en semaine. Du coup, ça évite d'avoir une concentration des points sur des acteurs qui sont trop professionnels et qui veulent juste du point pour avoir du token derrière et se barrer après. Là, tu as un système où, genre, certes, il y a une mécanique de points et du coup, évidemment, ça incite les gens à trader dessus, mais c'est un peu moins... c'est un peu plus organique dans le sens où si tu sais pas quelles actions te donnent des points, mais en fait, tu vas juste trader sur la plateforme, tu vas peut-être décourager les farmers et au final, il restera peut-être juste les utilisateurs assidus ou en tout cas qui aiment vraiment ta plateforme. Donc moi-même j'ai farmé, j'ai pas eu autant de points que j'aurais dû avoir avec l'ancien calcul de points qu'on supposait, et donc ça fait chier, parce qu'il y a un manque à gagner, etc. Et parce que j'en ai fait une vidéo, et l'objectif c'était pas d'envoyer des gens faire du volume et des frais pour ne pas obtenir les points que j'avais évoqués dans la vidéo, mais c'est évidemment quelque chose qui était possible, et ça s'est passé au pire des timings pour moi, mais ça arrive, et en vrai, peut-être qu'ils auraient pu mieux communiquer en amont en disant... Écoutez, genre en ce moment on voit vraiment trop de farming, etc. Genre soyez prêts à un changement du calcul des points et à ce moment-là ça aura peut-être un peu calmé les gens. Mais je les comprends dans le fait qu'ils n'ont pas envie de donner tous leurs jetons à 3 gars qui professionnalisent leur farming et qui vont se barrer après en fait. Je pense qu'ils essayent d'avoir une base utilisateur qui restera. Et donc je pense que c'est une approche intelligente, mais qui a été très frustrante par la non-communication ou par l'engouement que les gens ont pu créer autour de tout ça, y compris moi. Hein. Ceux arrivés en fin d'année ont dû se gaver en points. Bah moi j'ai mangé pas mal de points, et même récemment j'en ai mangé, mais j'en ai pas mangé autant que j'aurais dû en avoir. Donc voilà. En fait,
le système de points d'Hyperliquid, bon, pour ceux qui savent pas, Hyperliquid, c'est une plateforme de trading dérivé, comme DYDX, comme GMX, etc. Ils ont pas encore de jetons, les gens trade dessus, certains trade dessus pour avoir des points et en espérant avoir du token. Et voilà, ils ont pas envie de donner tous leurs tokens à 3 pélos qui vont les vendre juste derrière, quoi. Donc ils changent les critères pour obtenir des points. Ils t'ont vu venir, Léo. Je pense que j'étais pas le seul. Hein. Petit Prince qui s'était bien dosé dessus d'ailleurs, qui s'était bien dosé. Salut chef, merci pour ton travail en tout cas. Bah merci les gars. Franchement, ça fait super plaisir. Je sais pas si j'ai loupé des... Non, j'ai pas loupé de sub. Mais franchement les gars, ça fait super plaisir. En ce moment, vraiment, sur Coin Academy, je suis putain de hype. On est en train de vous pondre des choses vraiment stylées. Et je pense qu'on va pouvoir amorcer tout simplement cette masterclass avec un petit peu de Coin Academy. Donc pour ceux qui ne le savent pas, et voilà, je me doute que ça peut vous intéresser, j'ai sorti une vidéo sur YouTube pour parler d'airdrop avec Cryptomage, qui est un mec qui fait du contenu que sur les airdrops. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez ça sur ma chaîne YouTube. Vous tapez CryptoPixou, vous avez la vidéo, c'est l'avant-dernière qui a été publiée. Dedans, on parle un petit peu de son parcours. On parle de ce qu'il farm, comment il le farm, quelles sont ses techniques, quelles sont ses stratégies, quels sont les airdrops surcotés, sous-cotés, etc. Évidemment, ça vous donnera pas la recette parfaite pour à chaque fois gagner, etc. Parce qu'il y a évidemment de l'incertitude dans les airdrops. Et on parle beaucoup de choses potentielles, mais voilà. Mais pour moi, c'est une interview, en tout cas une discussion qui était assez intéressante. Dans les autres interviews que j'ai tournées cette semaine, il y a Anchor. Je sais pas du tout si vous connaissez Anchor. Anchor, alors je vais juste taper ça sur Google, Anchor Crypto, voilà. Ça fait partie des boîtes en fait qui sont des piliers de l'infrastructure Web3. Donc j'en ai fait une interview avec quelqu'un qui travaille là-bas qui est très bien positionné. C'est une interview, je précise, qui est sponsorisée. Par contre, je n'ai pas été payé en token, je ne suis pas investisseur chez eux, etc. Mais c'est une interview qui est sponsorisée. En tout cas, j'ai été rémunéré pour le faire. Mais voilà, il y a plein de gens qui me proposent de faire des interviews et de me rémunérer pour ça. Et j'en accepte pas beaucoup. Je crois que sur ma chaîne, donc là, je dois être à 57 vidéos publiées sur les interviews. Donc 57 interviews. Sur les 57 interviews, pour moi, il y en a moins de 10%, voire moins de 5% qui sont sponsorisés, ou en tout cas, où l'interlocuteur, ou en tout cas son entreprise m'a rémunéré pour l'accueillir. Après, encore une fois, comme je l'explique, l'objectif, c'est pas de ramener des gens pour ramener des gens juste parce que on peut être rémunéré avec Coin Academy. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de vous ramener des gens qui sont intéressants. Et Anchor, c'est absolument insane. Parce que c'est eux qui sont derrière la Chiliz Chain, c'est eux qui aident Polygon sur pas mal de choses, Binance aussi. Ils ont aidé énormément de grosses boîtes, notamment sur tout ce qui est RPC, tout ce qui est validateur, liquid staking, permettre à sa chaîne d'être interopérable avec d'autres chaînes, intégration de composants techniques Web3 dans des jeux qui sont plus Web2 pour ramener ces jeux Web2 dans Web3. Enfin bref, donc c'est vraiment stylé. Je n'ai pas de jetons, on ne m'a pas donné de jetons, voilà, je tiens à être clair. Mais c'était extrêmement intéressant parce que c'est pas un pan qui est nécessairement très présenté publiquement, alors que en discutant, on se rend compte que voilà, ils sont partout. Dans l'interview, même cette personne m'expliquait que Microsoft Azure, qui propose des services Web3, en fait, il les délègue à Anchor et c'est Anchor qui le gère en marque blanche, en fait. Et même chose pour certaines parties sur Google Cloud et AWS. Donc, quand vous voyez des partenariats X avec Google Cloud ou X avec Microsoft Azure ou X avec AWS, il y a possiblement un Anchor qui est pas très loin. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'interview et d'en parler avec eux. En plus de tout le reste, évidemment. En tout cas, ça m'a conforté dans cette décision-là. Et voilà. Je me suis permis de t'envoyer un mail vendredi pour te proposer une interview avec un des fondateurs du projet Seito. Je sais avoir des infos pour savoir si c'était faisable. Faut que je regarde honnêtement, je peux pas te répondre comme ça. Donc voilà, donc comme j'expliquais, interview avec Cryptomage qui est sorti, interview avec Anchor qui arrive. Cette semaine, je tourne l'interview avec William Simonin de Tada. Hop, pour ceux qui en ont entendu parler, voilà, sur Twitter, etc., je vais faire une interview de William Simonin de Tada, qui est un des cofondateurs. Ça va être l'occasion d'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc ça pourrait être assez intéressant. Je préfère le mentionner, je suis investisseur chez Tada. J'ai eu un prix qui est légèrement inférieur au prix d'investisseur du Launchpad. J'ai eu 10% des jetons au TGE et des jetons qui vont être libérés progressivement. Je n'en ai vendu aucun, j'ai mis en staking et j'en ai même racheté au secondaire, voilà. Mais je tiens à préciser, je suis investisseur chez Tada. Dans les autres interviews qui vont arriver aussi cette semaine, j'ai une interview avec le CEO de Bitpanda, donc CEO d'un gros exchange, ça va être intéressant. Je vais avoir aussi une interview avec Paul de Crypto Formation.
Donc ça va être cool. J'attends une réponse de Tonton du Trône. Peut-être quelque chose qui va se faire. Ça serait assez intéressant. Et je discute pas mal avec Solana en ce moment. Et on devrait avoir une interview avec un des lead devs du téléphone Solana et du coup un lead dev qui est pas que sur ça, il est aussi sur d'autres choses. Donc ça va être très cool. Et cette personne m'a dit, écoute, 2024, possiblement interview avec Anatoly. Donc les gars, on croise les doigts. Je sais pas si ça se fera, mais en tout cas ça fait partie des choses qui sont discutées et que je négocie un petit peu en backstage. Donc voilà, normalement ce sera la régalade à ce niveau-là. Quelles sont les autres choses aussi à vous parler avant d'aborder l'actu? Ouais, on a sur la section airdrop, on a aussi de nouveaux articles qui sont sortis, notamment un article sur l'airdrop potentiel de Rabi Wallet, celui aussi de Berachain, et puis aussi Etherfi. Donc pour toute la partie restaking, liquid restaking, etc. Encore une fois, gardez en tête que c'est des airdrops qui sont potentiels la majorité du temps et qui ne sont pas confirmés. Et qu'en interagissant avec la DeFi ou la blockchain, tout simplement, vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez perdre vos sous. En tout cas, vos sous ne sont pas 100% safe. Voilà, il faut garder ça en tête. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, qui veulent participer un petit peu à tout ce qui est airdrop, etc., vraiment, on vous a fait des guides qui sont tip-top sur le site. Et autre chose assez intéressante, on vous a fait des vidéos maintenant. Des vidéos pour vous expliquer un petit peu comment farmer, notamment des airdrops qui sont potentiels, encore une fois. Et donc on vous explique étape par étape, on vous explique bien les risques, etc. Donc pour ceux que ça intéresse et qui sont pas trop familiers avec tout ce qui est articles, qui ont la flemme de lire, etc., sachez que sur Coin Academy, c'est des choses qu'on va de plus en plus mettre en place. Bon, on sera pas les premiers à chaque fois, et ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour nous, couvrir des potentiels airdrops sur des projets très early, ça amène aussi plus de risques. C'est-à-dire que sur des projets plus early où il y a moins de TVL, etc., je dis pas que plus il y a de TVL, moins il y a de risques, mais peut-être un peu aussi. Donc, gardez en tête qu'on sera jamais les mecs qui vous font des articles sur des airdrops de projets ultra early. On l'a un petit peu fait sur Parcel, mais c'est parce que nous, on avait eu des discussions avec la team qui datent de mois. Il n'y avait même pas le système de points et qu'on les avait trouvés très quali. Mais voilà, gardez en tête que si vous voulez être à la pointe des airdrops, nous, on peut vous aider, en tout cas à vous orienter sur ce qui se passe, mais aussi à vous de diguer sur Twitter, dans l'écosystème, sur les Discord pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'était pour les airdrops. Pour ce qui est aussi intéressant à mes yeux, vous avez Capet qui vous a sorti un tutoriel sur Argent X, du coup un wallet de Starknet, en tout cas un wallet compatible Starknet. Donc pour ceux qui veulent un petit peu se placer sur tout ce qui est Starknet, son écosystème, comprendre comment ça fonctionne, etc., vous avez Capet qui vous a fait un petit tutoriel. Cette vidéo, c'est la dernière vidéo qui a été publiée sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à la consulter. Vous tapez Coin Academy sur YouTube. Et autre chose qui était aussi plutôt intéressant d'un point de vue article qu'on vous a publié, parce que comme vous voyez, voilà, on fait notre publicité, hein, mais je pense que c'est plutôt cool parce que tous les contenus sont gratuits et que ça vous permet de faire vos devoirs. Vous avez aussi un très bel article sur Altlayer, oui, Capet, du coup, qui dit dans le chat qu'on a un tutoriel sur Bravos qui arrive, puisque là, en fait, en gros, sur Starknet, il y a 2 wallets principaux, Argent X et Bravos, et du coup, le tutoriel Bravos sort mardi. Autre chose, on vous avait fait une belle analyse fondamentale aussi de Altlayer. Pour ceux que ça intéresse, je mets ça dans le chat. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui étaient éligibles à l'airdrop et qui ont peut-être envie de comprendre ce qui se cache derrière. Pour moi, c'est assez intéressant. C'est toute la narrative roll-up as a service, donc permettre à des newbies de créer des blockchains personnalisées en quelques clics. C'est un peu aussi dans la trame, en tout cas dans le... Enfin, ça touche au positionnement d'Anchor, qui en soi fait ça, mais moins officiellement, en tout cas moins brandé roll-up as a service. Mais je pense que c'est une narrative qui va de plus en plus se démocratiser, ou en tout cas prendre de la place, parce que la vision c'est quoi? On a un layer 1 qui est ultra sécurisé et ensuite on met des layer 2 et des layer 3 pour essayer de scaler Ethereum, de payer le moins de frais possible et de pas tout mettre sur Ethereum. Donc je pense que ça match pas mal la narrative modulaire de ma compréhension, donc évidemment n'hésitez pas à checker, entièrement gratuit. Et pour ceux que ça intéresse, sur Coin Academy, si vous allez sur la homepage ou même sur nos articles, vous avez une petite bannière Bitpanda, donc c'est la partie sponsorisée. Pour ceux que ça intéresse, si jamais vous voulez vous inscrire sur Bitpanda, je vous mets le lien dans le chat. En ce moment, vous avez 0 frais de dépôt et de retrait
en carte de crédit, en virement bancaire, etc. Et pour ceux que ça intéresse, qui veulent s'inscrire et tester, ils font gagner de l'argent en fait régulièrement. Donc en fait, il y a 3 tirages au sort. Vous avez un premier où il y a 5 personnes qui vont se partager 2000 euros. Attends. Non, en fait, il y a 5 personnes qui vont gagner 2000 euros, excusez-moi. Et c'est pour toutes les personnes qui ont tradé au moins 210 euros entre le 6 et le 13 février. Et après, il y a deux autres tirages au sort. Un qui se fera pour les gens qui ont tradé entre le 5 et le 12 mars, et un autre entre le 2 et le 9 avril. Donc le deuxième est de 3000 euros, donc 5 personnes vont gagner 3000 euros, et le troisième, 5 personnes vont gagner 5000 euros. Donc voilà, si jamais vous voulez trader sur une plateforme qui est régulée, qui est vraiment propre, qui est reconnue par tous les régulateurs, les licences, etc., qui sont vraiment propres et qui ont un track record. Vraiment, je pense que Bitpanda, c'est plutôt clean, surtout que vous pouvez derrière investir sur autre chose que les crypto-monnaies. Vous pouvez investir sur les actions, les ETF, même des indices crypto, les métaux précieux, les matières premières. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Évidemment, qui dit plateforme régulée, qui dit plateforme enregistrée, qui dit plateforme, à mes yeux, très fiable. Vous allez payer évidemment des frais qui sont supérieurs au reste, mais actuellement, de ce que je comprends, c'est le prix de la régulation. Donc évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte. Si vous êtes un trader actif, donc vous faites des trades tous les jours, vous prenez de l'effet de levier, vous allez sur les produits dérivés, etc., je ne pense pas que Bitpanda est fait pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'investissement, qui a envie de faire un DCA, qui a envie d'investir progressivement, et pas que sur Bitcoin, et pas que sur les cryptos, bah vous avez quand même une belle solution. Donc pour ceux que ça intéresse, je remets le lien dans le chat, et avec ce lien-là, vous pouvez tout simplement profiter de tirage au sort pour les personnes qui tradent. Donc voilà, c'est pas 100% de chance de gagner, hein. Évidemment, il y a pas mal de gens qui tradent sur Bitpanda, mais voilà, sachez en tout cas que ça existe. Bah écoutez les potes, si on est bon, on va pouvoir passer sur la partie actu. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Juste dites-moi dans le chat. J'ai vu passer un message comme quoi l'équipe Saito cherche à avoir des interviews pour parler du projet. Ce serait cool de voir ça sur ta chaîne. Écoute, j'ai pas fait mes recherches, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Si tu peux nous parler du token BEST de Bitpanda. J'ai pas trop envie de parler de jetons, honnêtement. Voilà, faites vos recherches. Je pense que c'est assez explicite sur le site de Bitpanda si jamais vous voulez vous renseigner sur ce sujet-là. Vous avez justement tout ce qui est bonus BEST avec... Oula, ok, pas dispo sur la France. Je sais pas. Mais en tout cas, vous avez pas mal d'informations sur le site en ce qui concerne le token BEST, qui est un équivalent du BNB, du BGB, etc. Mais voilà, je vous laisse faire vos recherches parce que j'aime pas trop parler de jetons lorsqu'on fait des contenus sponsorisés. Des avis sur la bêta de Rabi Wallet sur mobile. Bah écoutez les potes, moi j'ai pas testé encore Rabi Wallet sur mobile. Sachez que du coup maintenant il y a une application sur mobile, mais il faut faire extrêmement attention parce que jusqu'à maintenant il y avait une application mobile qui se faisait passer pour l'application officielle. Donc si jamais vous téléchargez une application mobile pour Rabi Wallet, allez sur le site officiel. Sur le site officiel il y a justement les liens pour télécharger l'application, etc. Moi dans le doute personnellement je ne toucherai pas. J'ai pas forcément besoin d'un wallet mobile, mais en tout cas, chose assez folle, c'est que en fait, j'ai commencé à totalement migrer sur Rabi. J'étais en mode vieillard jusqu'à maintenant à utiliser MetaMask, à utiliser un peu de Rainbow, etc. Mais franchement, j'ai utilisé Rabi. C'est vraiment cool. Le problème, c'est que quand t'as 40 wallets à importer, c'est chaud. Quand t'as 40 wallets à importer, c'est vraiment chaud. Par contre, vraiment, le point positif que moi, personnellement, j'ai aimé, c'est que déjà pour les swaps, déjà tu peux comparer facilement ce que tu vas obtenir même parmi les différents agrégateurs, comparer genre les prix que te propose Paraswap ou Aninch, etc. Donc tu as quand même un comparatif des agrégateurs, donc c'est vraiment cool. Donc ça te permet vraiment d'avoir le maximum de jetons par rapport à ce que tu veux swap. Et aussi, je sais pas si des gens ont regardé, donc moi c'est mon expérience de newbie, hein, je vous rapporte un petit peu ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Vous avez en fait une partie sur Rabi où vous pouvez checker tout ce qui est approvals. Donc en fait vous pouvez regarder là où vous avez signé, qu'est-ce que vous avez signé, qu'est-ce que ça engage en termes de capital, et qu'est-ce que vous avez approuvé en fait, quels sont vos assets à risque, pourquoi vous avez signé, enfin bref, tout ce qui est lié aux approvals et ce que vous avez signé en fait en swappant. Parce que quand vous allez, je sais pas, sur un site, vous vous connectez à un moment, vous signez pour vous connecter, ou vous signez pour déposer des jetons, etc. Ou même que vous allez swapper sur Uniswap ou Paraswap ou peu importe, en fait, vous allez autoriser l'application décentralisée à accéder à une partie de vos fonds ou la totalité de vos fonds. Et le truc, c'est que en fait, au fur et à mesure des années, quand vous utilisez votre wallet sur plein de trucs, vous allez accumuler les approbations, les approvals sur plein de dApps, et peut-être que tôt ou tard,
il y aura une dApp qui se fera hacker ou qui pourrait se faire siphonner ou quoi que ce soit. Et donc, ça ajoute du risque, en fait. Et surtout, en fait, jusqu'à maintenant, on avait des sites comme Revoke, je sais plus si c'est Revoke Cash ou Revoke, enfin, il y avait ça, mais Revoke eux-mêmes se sont fait hack à un moment. En tout cas, ils s'étaient fait péter leur domaine et leur DNS. Donc moi, personnellement, j'ai moi-même du mal à faire confiance à Revoke. Donc sachez que, en tout cas, via Rabi, c'est possible et c'est présenté d'une manière assez simple. Voilà, il y a Capet qui a mis le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. On a fait un article complet sur Rabi. Normalement, si je tape Rabi, vous allez le trouver. Voilà. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Vous avez toutes les infos sur le Rabi Wallet. On n'est pas payé pour dire ça. Je crois même pas qu'on parle de code ou de points dans cet article-là pour être transparent. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Moi, personnellement, j'utilise ça maintenant. Et j'avais, sur un wallet, j'avais 60 approbations. Enfin, j'avais plein d'assets potentiellement à risque. Donc moi, j'ai tout revoke. Et j'ai tout revoke sur tous mes wallets. Du coup, c'était assez marrant parce qu'en fait, j'ai revoke plein de choses sur des wallets que j'utilisais moins. Et je sais qu'il y a des gens qui traquent mes wallets. Il y a des gens qui m'ont envoyé en mode mec, tu t'es fait hacker, qu'est-ce qui se passe et tout, genre parce qu'en fait ils traquent mes wallets et ils ont des notifications à chaque mouvement sur mes wallets. Du coup, il y a des gens qui ont cru que je me faisais hacker et qui m'ont même envoyé des messages à cause de ça. Donc c'était assez marrant. Mais voilà, je ne peux que recommander Rabi Wallet de mon expérience et de ce que j'ai pu lire de personnes qui sont assez calées dans l'écosystème. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Putain, mais vous êtes ravagé. Comment ça, Tao super à Rabi ça n'a aucun rapport. Vous êtes fatigués, les gars. C'est une folie. Hein. Bref, bon, du coup, on a couvert un petit peu ce qui se passe sur Coin Academy et ce que j'ai un petit peu vu de mon côté cette semaine. Mais on va parler d'actu et on va parler d'action. J'aimerais commencer par un premier sujet qui me tient à cœur. C'est évidemment l'airdrop Dimension. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'enlève tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu l'airdrop de Dimension. Donc en fait, vous pouvez tout simplement claimer vos jetons. Et voilà, j'ai reçu un bel airdrop. Je sais pas combien vous avez reçu en termes d'airdrop, mais j'ai reçu quasiment 10K d'airdrop, un truc comme ça. 10K dollars, je veux dire. Donc c'est vraiment magnifique. Pour le coup, en plus de ça, moi, j'ai pu trader le DIM. Dans le sens où j'en avais racheté un petit peu au lancement. Ensuite, j'en ai revendu un peu. Et ensuite, j'ai remis une bastos à 5 dollars. Et pour l'instant, d'un point de vue prix, ça se passe plutôt bien. Ça contraste pas mal avec ce qu'on a vu sur Jupiter jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que ça va durer sur Dimension? Je sais pas, hein. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que y a une grosse partie des jetons qui sont stakés maintenant. Du coup, beaucoup de jetons qui ne sont pas disponibles à la vente, parce que lorsque vous stakez vos jetons, lorsque vous décidez de les unstake, ça prend 21 jours, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris. Et donc, il y a beaucoup de gens aussi, dont des investisseurs, qui ont reçu leurs jetons un peu en avance et qui ont eu la possibilité de les staker. Donc en fait, il y a plein de jetons qui sont, entre guillemets, en circulation, mais qui en réalité sont stakés et non disponibles à la vente. Et j'ai un peu l'impression qu'au début, il y a eu une sorte de choc entre l'offre et la demande, où il y avait très peu d'offres et beaucoup de demandes, et des gens qui jouent une sorte de prophétie autoréalisatrice en mode on fait un Tiabis, quoi. Donc est-ce que ça va durer? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que si vous avez reçu de l'argent gratuitement et que vous le stakez, vous aurez probablement d'autres airdrops par la suite. Mais après, voilà, il faut prendre en compte que oui, on a eu un beau launch, ça peut aller bien plus haut, mais la capitalisation est déjà assez folle. Hein. Donc, si on regarde un Dimension, on est top 69 avec 1 milliard de market cap, mais surtout, on a 7,5 milliards de fully diluted. Donc, c'est assez énorme. Dimension qui, du coup, à ma connaissance, pas vraiment un concurrent de Celestia, mais un concurrent surtout de Adlayer et de tous les roll-up de service. Donc, ça va être assez intéressant de surveiller ça. J'ai vu qu'au moment de l'airdrop, c'était assez compliqué d'utiliser le réseau. Donc à voir si maintenant ça se passe mieux. Je pense que ça peut être que mieux, hein, honnêtement. Mais voilà, c'était un peu laborieux comme launch. Mais voilà, moi je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'il va falloir suivre ça de près. Et personnellement, j'ai staké mon airdrop. J'en ai acheté plus et j'ai staké ce que j'avais acheté plus. Et voilà. Donc personnellement, j'ai augmenté mon bac de DIM, j'ai staké, voilà, c'est de l'argent gratuit entre guillemets, plus un peu d'argent en perso. Je sais pas jusqu'où ça ira. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si jamais on a peu d'airdrops ou que c'est des plus petits airdrops, etc. Là, on est dans une airdrop season, donc tout se passe bien. Mais le jour où ça va se calmer, ou si ça se calme, je sais pas si ça se calmera, hein, mais si ça se calme, je pense que ces jetons peuvent morfler. Parce que ceux qui auront leurs jetons liquides pourront les dump. Et ceux qui auront pas leurs jetons liquides vont mettre du temps à pouvoir vendre. Et je pense qu'on peut avoir aussi de la panique à la baisse, en fait. Donc voilà. Personnellement, j'ai staké, je garde pour l'instant.
mais je me réserve le droit de mon côté d'aller sur les produits dérivés et de shorter l'équivalent de mon bac si jamais je me sens pas à l'aise. Pour l'instant, je me suis pas couvert, mais une stratégie qui peut être aussi jouable si jamais vous avez un bon portefeuille et que vous avez de l'expérience avec les produits dérivés, et que vous n'êtes pas intéressé par les variations de prix de dimension, mais uniquement par les airdrops qu'il pourrait y avoir dessus. Vous pouvez très bien shorter l'équivalent sur les dérivés et donc avoir une exposition neutre, parce que par exemple, si jamais vous avez 10 000 $ de dimension stakée et 10 000 $ de short, c'est comme si vous aviez 10 000 moins 10 000. Donc c'est comme si vous aviez 0 dim en fait. Mais vous restez éligible aux potentiels airdrops. Donc c'est ce que beaucoup ont fait sur Celestia. Et c'est comme ça aussi qu'on peut expliquer. Je vais chercher Tia, où est-ce qu'il est. C'est aussi comme ça qu'on peut expliquer des fundings qui sont assez négatifs, notamment sur Tia. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est des fundings négatifs sur TIA. Ce que ça veut dire, c'est qu'à intervalles réguliers, les gens qui, long sur les dérivés sont payés et les gens qui short sur les dérivés sur TIA payent des frais justement au long, en fait. Puisque, en fait, vu qu'il y a plein de gens qui sont incités à shorter pour se couvrir et qui sont pas intéressés par la variation de prix de Celestia mais qui veulent juste les airdrops, en fait, ça crée beaucoup de gens qui short sur les dérivés. Du coup, ça a tendance à décaler un petit peu le prix des dérivés du spot, et donc d'avoir un prix des dérivés qui est parfois légèrement inférieur au prix spot et inversement. Et du coup, ça peut entraîner des fundings négatifs et donc entraîner les gens qui sont short à payer des frais au long lorsqu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent de cette manière-là. Et ça, en réalité, on a pu le voir aussi sur BNB, où régulièrement, en fait, on a des fundings négatifs. Donc là, par exemple, le funding, il est de moins 74. Ça veut dire quoi, moins 74 ? Ça veut dire que si jamais vous tenez votre position au taux actuel pendant un an, et que le funding reste comme il est, vous allez payer 74% de votre position à être short, puisque le funding est négatif ici. Donc pourquoi il y a autant de shorts ? C'est tout simplement parce que sur BNB, il y a des launchpads, des launchpools, etc. Et que les gens veulent juste avoir du BNB, stacker leur BNB, ou en tout cas le mettre sur la plateforme pour être éligible à des tickets et avoir justement les nouveaux jetons qui se lancent sur Binance. Et du coup, eux, ils s'en foutent en réalité de la variation de prix du BNB, et du coup eux ils veulent avoir une exposition delta neutre, donc avoir zéro exposition aux variations de prix du jeton BNB pour le coup, percevoir potentiellement les tickets et les jetons associés au launchpad, etc. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop barbare comme explication pour les gens qui connaissent pas trop. Est-ce que vous comprenez un petit peu tout ça ou pas du tout ? Je sais que c'est des explications pas forcément compréhensibles de tous quand on touche pas aux produits dérivés, mais n'hésitez pas à me dire ça dans le chat. D'ailleurs, je vois qu'on est 555 entre les deux lives, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, même les gars du Fonda me détestent pas tant que ça. Bon, on parle Fonda un peu, donc ça va. Ok, vous me dites que c'est clair, donc c'est parfait. Mais en tout cas, voilà, sur Dimension, bel airdrop, vous pouvez encore claim. Est-ce que vous participez à la gouvernance ou pas de Dimension ? Dans le sens où il y a potentiellement des airdrops qui pourraient avoir comme critère des gens qui sont impliqués sur la gouvernance de Dimension et donc qui votent pour les différentes proposals. En tout cas, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui en parlaient. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore fait. Je sais même pas si on peut encore voter, mais voilà. J'ai vu Capet en parler sur Twitter. Dans le chat, il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils ont déjà voté, etc. Si vous le vote, en fait, je crois qu'il faut aller sur portal.dimension. Je sais pas quoi, et voilà. Et en fait, tu peux voir les différentes proposals, je suppose, et voter si t'es pour ou contre. Tout comme, en fait, il y a pas mal de gens qui incitaient à le faire sur PIF, pour justement montrer que t'es quelqu'un d'impliqué, etc. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en faisant ça, vous laissez une trace sur la blockchain qui est définitive, qui est à vie, et qui pourrait aussi vous rendre éligible à d'autres airdrops. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir des projets qui se lancent et qui se disent « Ok, moi je veux des gens qui stake, mais je veux des gens qui sont aussi actifs dans la gouvernance, qui participent activement, etc. » En tout cas, ça pourrait être des bonus. Je sais pas si ce sera un critère qui sera retenu, ou si c'est quelque chose qui va compter vraiment, mais je pense que dans le doute, ça peut être toujours bien d'essayer, et puis ça permet de se familiariser un petit peu avec les gouvernances décentralisées. Donc voilà, donc ça c'était pour Dimension. Dans les autres gros trucs qu'on a eu, on a eu aussi Wormhole qui a tout simplement annoncé ses tokenomics. Je crois qu'on en parle ici, voilà. Donc Wormhole qui annonce 10 milliards de jetons, comme on peut le voir ici, 10 milliards de jetons, dont 82% qui seront pas disponibles, donc 18% de jetons qui seront en circulation au début. Et ce qui est assez ouf, c'est que en fait en ce moment, hop, je vais vous montrer ça. En ce moment, on a du jeton qui s'échange à environ 97 centimes sur Hyperliquid. Donc pour ceux qui ne savent pas, si vous allez sur Hyperliquid, Aevo et pas mal de plateformes décentralisées de trading de produits dérivés, vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre du jeton avant qu'il soit lancé. Donc c'est des produits dérivés, donc vous ne détenez pas réellement le jeton, c'est un produit dérivé, donc c'est quelque chose qui va suivre le cours du jeton et du prix spot lorsqu'il sera lancé. Mais en tout cas, actuellement, les gens
spéculent sur une valo de 10 milliards parce que voilà, 10 milliards de jetons, à peu près 1 dollar le jeton, ça fait 10 milliards de FDV et ça fait surtout en soi 1,8 milliard de market cap pour le circulating supply, ce qui nous placerait top 49. Top 49. Donc voilà, personnellement, j'y touche pas. Ça m'intéresse pas. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais personnellement, j'ai du mal à voir la barrière à l'entrée sur des choses type wormhole, type bridge, etc. J'ai l'impression que tu peux avoir une sorte de conglomérat d'investisseurs ou de mecs influents qui à tout moment peuvent lancer l'équivalent et aussi avoir de l'attraction. Genre évidemment, c'est quelque chose qui est important dans un monde où t'as des layers 1, des layers 2, t'as plein d'écosystèmes qui fonctionnent de manière différente et que t'as envie de pouvoir les lier et d'interagir avec toutes ces blockchains-là et de pouvoir en fait virer tes fonds d'un layer 1 à un autre à un layer 2 à la fin, ce genre de choses. Mais je sais pas, je suis pas à fond sur cette narrative. Je trouve que les valos sont hautes. Évidemment, bon, on n'est pas en ATH sur Bitcoin, sur les altcoins, etc. Donc, je pense qu'il y a de la marge. C'est des trucs qui peuvent toujours pump, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Surtout que, en vrai, les gens jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé Wormhole, surtout parce qu'il y avait un airdrop. Mais en vrai, l'expérience utilisateur est terrible. Donc, moi, me placer sur Wormhole en dehors de l'airdrop, ça m'intéresse pas réellement. Je crois que j'avais fait quelques transacts par le passé, notamment quand j'étais pas mal actif sur Solana il y a quelques mois, quelques années, où je crois que j'avais fait même... Enfin, je sais pas, on verra si je suis éligible ou pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Est-ce que vous, ça vous intéresse ou pas? Juste pour prendre un peu la température dans le chat et voir si les gens ont le même ressenti que moi. Merde, ça va trop vite. Je vois que dans le chat, ça n'intéresse pas trop les gens. Ok, et du coup, dans ce cas-là, si Wormhole, ça vous chauffe pas trop, qu'est-ce que vous utilisez? Moi, j'ai utilisé Across. Et en vrai, Across, c'est pas mal. Après, c'est des potes à moi qui m'en ont parlé. Je vois pas mal de Stargate, de Jumper dans le chat, Layer 0, de Bridge, Orbiter. En vrai, il y a pas mal de diversité. Hein. Tout le monde n'est pas sur le même truc, quoi. Donc, est-ce que vous utilisez ces bridges-là uniquement pour farmer des airdrops, ou est-ce que vous utilisez vraiment ces bridges, genre sincèrement, organiquement, parce que vous en avez besoin? Bon, je suppose qu'il y a un peu des deux, mais est-ce que vous le faites juste pour farmer, ou parce que vous en avez besoin? En vrai, je vois un peu des deux, c'est pas non plus que du farming, quoi. Il nous faut un agrégateur d'agrégateurs. Merde. Exactement. Mais ça existe concrètement genre une sorte d'agrégateur de bridge qui te dit genre en mode par quel bridge passer pour recevoir le maximum de jetons ou payer le moins de frais? Je suis vraiment un noob sur ce sujet-là, honnêtement. Je bridge peu mes jetons. Dans le chat, ça me parle de 1inch, de Leafy, Rango, Jumper, LamaSwap aussi. Oui, mais là, moi je parle pas de swapper, je parle de bridger les jetons. Jumper égale Leafy, c'est vrai. Ok. Bah écoutez, merci les potes, c'est assez utile. Moi, ça me permet de faire mon analyse fondamentale du truc, de faire mes recherches. Je pense que ça peut être aussi utile de voir ce qui se passe dans le chat, les gars. Comme ça, vous regardez un petit peu aussi ce qui existe. Donc voilà pour Wormhole. Du coup, de ce que j'ai vu, de ce que je me suis noté, il y a 17% qui sont assignés au Community and Launch. Et dans les 17%, il y a 11% qui seront déverrouillés au TGE. Et le reste qui seront... donc 11% liés à l'airdrop potentiellement. Et le reste, donc les 6 autres pourcents, donc sur les 17, il y en a 11 qui sont disponibles au TGE, et 6 autres pourcents qui seront unlockés sur les 4 mois qui suivront le TGE. Donc je sais pas exactement si on connaît la proportion des jetons qui vont être airdroppés, je suppose 11%, ou est-ce que ce chiffre des 11% est faux et n'inclut pas que l'airdrop? Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Parce que je suis assez friand, j'arrive pas à me faire une vraie idée du truc. Je vais vous montrer un petit peu ce que je regarde, hein, comme ça sera peut-être plus simple. Mais du coup, sur Wormhole, on nous parle de Community and Launch, 17%. Tout le reste, pour moi, ça correspond pas trop à un airdrop. Voilà. Et quand on regarde les jetons qui vont être disponibles au début, la plus grosse masse, c'est ce violet-là. Bon, c'est vraiment terrible, c'est des différents violets là, c'est pas très lisible. Mais du coup, Community and Launch, c'est le plus gros, donc je suppose que c'est ce qui sera airdroppé tout simplement, avec une partie qui ira aussi une partie des jetons qui seront libérés qui seront pour la fondation et aussi pour l'écosystème et l'incubation. Donc en gros, de ce que je comprends, une bonne partie sera airdroppée et pas mal de jetons disponibles pour la fondation et développer l'écosystème. Et puis je suppose que... Putain, mais c'est vraiment un enfer ces différentes couleurs, je galère visuellement. D'ailleurs, est-ce que c'est dispo sur Token Unlock? Je me pose la question. Peut-être qu'ils ont fait les choses bien. On dirait pas que c'est dispo. Ok, bon bref. Et du coup, 17%, donc 1,7 milliard de jetons sur les 10 milliards pour le Community and Launch.
11% au TGE et le reste qui sera débloqué. Donc 6% unlocké 4 mois après le TGE. Voilà, donc je pense que vous avez les infos pour Wormhole. Un truc dont je voulais parler, j'en ai un peu parlé en vidéo, mais je pense que ça me semble important de faire un rappel, c'est les ETF Bitcoin. Parce que les ETF Bitcoin, on n'a pas arrêté de nous en parler, et d'un coup on nous en parle moins. Donc on s'est intéressé au fait que les ETF soient approuvés, mais on n'a pas vraiment suivi les inflows, les outflows, genre enfin, à quel point il y a de l'argent qui rentre dans ces ETF Bitcoin spots, à quel point il y a de l'argent qui en sort, et quel est le net flow, donc quel est l'argent qui est injecté réellement une fois qu'on regarde ce qui est rentré et ce qui est sorti. À chaque fois, je vois des tweets qui sont là pour le buzz, mais je vois rarement des trucs qui sont vraiment factuels. Donc pour ceux que ça intéresse vraiment, je vous invite à aller checker ce dashboard Dune, que moi je regarde très régulièrement, qui est vraiment vraiment bien fait, je vous l'ai mis dans le chat. Et du coup, en fait, ce dashboard Dune, il vous permet de voir concrètement combien rentre, combien sort, et quelles sont les proportions en fonction, enfin les proportions de jetons détenus par les différents ETF. Donc ce qu'on voit, c'est que jusqu'à maintenant, il y a à peu près 2,28 milliards de dollars de flow net dans les ETF, donc c'est de l'argent qui a été injecté. Donc après, si Bitcoin pump, je suppose que en réalité, ce flow augmente aussi. Mais ce qu'on peut voir ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est les points noirs. Les points noirs ici, c'est le net flow, donc c'est la différence entre ce qui sort et ce qui rentre. Au-dessus, donc tout ce qui est au-dessus de 0, c'est ce qui rentre, tout ce qui est en dessous de 0, c'est ce qui sort. Et donc ce point noir, ça fait un résumé, donc ça fait la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Et on voit qu'on a eu un gros inflow, enfin un gros net flow au final le 9 février, donc avant-hier, donc vendredi, de 423 millions. Donc 423 millions de dollars qui sont rentrés dans les ETF juste vendredi. On n'a pas encore les chiffres d'hier. Donc en vrai, c'est beaucoup, quoi. Enfin, 400 millions de dollars qui rentrent comme ça sur une journée, et c'est pas des journées isolées. Alors évidemment, au début, on a eu un gros net flow de 610 millions. On en a eu d'autres un peu. Après, ça s'est un petit peu calmé. Mais là, on voit quand même que régulièrement, ça se remotive, ça se rebouge. Donc c'est vraiment impressionnant. Et comme j'ai expliqué un petit peu sur Twitter, ce qui est vraiment positif, c'est que y a littéralement de l'argent qui est injecté. On a 32 milliards de dollars de Bitcoin qui sont détenus dans des ETF. En tout cas, c'est l'asset under management des ETF. Donc, c'est déjà beaucoup. Bon, il y a une grosse partie de Grayscale, mais voilà. Et donc, ça a un impact, je pense, plutôt positif sur le prix. Et en tout cas, si on voit des résultats qui sont aussi impressionnants et aussi bons, je me dis que si jamais on a un ETF Ethereum Spot, ça pourrait aussi avoir des effets qui sont très désirables. Surtout que, bon, est-ce que ce serait les mêmes... Enfin, est-ce qu'on serait sur les mêmes ordres de grandeur en termes d'inflow et d'outflow? Je sais pas, parce que la capitalisation est inférieure et l'intérêt est peut-être inférieur sur Ethereum, mais la capitalisation est plus faible. Donc aussi, si jamais tu as un flow qui rentre dedans, en tout cas de l'argent qui rentre dans ces ETF Ethereum, dans le cas où ils sont acceptés, qui est équivalent, ou pas très loin, vu que Ethereum c'est beaucoup plus petit que Bitcoin, en fait, je peux te dire que ça peut avoir un impact encore plus important. Donc, moi, j'ai commencé à me faire un bag d'Ethereum sur les 2-3 dernières semaines, notamment pour être sur la narrative restaking, liquid restaking, etc., pour farmer Eigenlayer, etc. Et je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups, on va farmer ça, et en même temps, je vais me positionner pour la narrative ETF Ethereum Spot. Donc pour moi, ça va être quelque chose d'assez intéressant à surveiller. Bon, si jamais on voulait regarder un petit peu sur les holdings, on voit que Grayscale a quand même la majorité des bitcoins, mais on voit qu'ils sont passés de 619 000 bitcoins à plus que 464 000. Et si on regarde la totalité des bitcoins dans les ETF, au début on était à 619 000, donc tout dans Grayscale. Et maintenant, on arrive sur 670 000. Donc un peu plus de 50 000 bitcoins qui ont été achetés. En tout cas, c'est le net flow. Le net flow est de 50 000 bitcoins, donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, je pense que voilà, on a un Grayscale qui a plus que 69% des bitcoins détenus dans les ETF. Donc là, ça ne fait que baisser. Je pense que ça va continuer d'être le cas, comme j'expliquais dans ma vidéo, parce que, en fait, si vous regardez bien, je crois que les frais annuels sur Grayscale, on est à 1,25 ou 1,5%, alors que sur les autres ETF, on est à 0% sur la première année, notamment sur BlackRock, sur Fidelity, etc. Donc il y a une guerre des frais, et les gros de ce monde-là, BlackRock, etc., sont en train de la gagner. En fait, c'est très bizarre parce que j'ai un peu la sensation que Grayscale voulait juste transformer leur trust en ETF et arrêter d'être compétitif. Enfin, là, ça donne un peu l'impression qu'ils abandonnent cette narrative-là, dans le sens où ils font pas d'efforts pour être compétitifs par rapport aux autres.
Enfin, à quoi ça sert de se battre pour avoir un ETF et au final pas s'aligner en termes de frais ou moins baisser ses frais pour pouvoir concurrencer les autres? Je sais pas. Peut-être que je me dis qu'ils délaissent le truc et qu'ils disent juste que par la suite Fidelity et BlackRock vont juste prendre la majorité des bitcoins dans leurs ETF, mais je trouve ça un petit peu bizarre comme situation. Je trouve ça plutôt mal joué pour Grayscale, à part si c'était un move qui était plutôt court terme pour eux. Je sais pas. Vous en pensez quoi dans le chat en vrai? En plus, les instituts n'ont pas dû aimer se faire piéger pendant des mois sans pouvoir sortir faute de liquidité, c'est le cas en fait. C'est le cas. Je pense que c'était vraiment ahurissant ce qui s'est passé sur le trust de Grayscale. Il y avait un discount de fou, donc voilà, ça permettait d'acheter du Bitcoin beaucoup moins cher. Je crois que le discount était à un moment de 40 ou 50%, donc ça permettait d'avoir du Bitcoin 2 fois moins cher, mais tu prenais les risques d'une faillite de Grayscale. Donc, est-ce que ça valait le coup? Genre, t'es prêt à risquer, genre... Enfin, en vrai, tu risques pas 100%, parce qu'ils vont récupérer de l'argent comme un FTX, etc., dans le cas où ils auraient fait une faillite, mais est-ce que le trade était bon? Je sais pas. Bon, a posteriori, le trade était bon, mais en termes de risk management, etc., je suis pas ultra convaincu. Ils ont dit que les frais faibles étaient un non-sens et que ces émetteurs-là ne pourront pas tenir. Ben, c'est exactement la stratégie de BlackRock. Ils ont dit, BlackRock, c'était des frais gratuits pendant 1 an. Et après, ils allaient remettre les frais, et les frais, c'était 0,25%. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, en fait, un BlackRock, c'est pas qu'il s'en fout de faire de l'argent avec ses ETF Bitcoin, mais c'est pas sa priorité. Donc ici, je pense qu'ils se disent, juste on va capturer un maximum de parts de marché, et peut-être qu'on remontera nos frais par la suite, mais pour eux, c'est juste un moyen de conquérir le marché assez facilement. Donc je le comprends, je comprends que Grayscale n'est pas une aussi grosse boîte que BlackRock, et que du coup, le marché crypto est beaucoup plus important pour eux, et qu'ils peuvent pas vraiment avoir ces calculs-là, et que ça impacte leur business model en réalité. Mais si tu t'alignes pas, tu perds ton business en fait. En tout cas sur ça. Donc je sais pas si ça fait sens. En tout cas, je suis pas très bullish Grayscale honnêtement. Après tout ce qu'on a eu sur ce cycle et là, c'est assez terrifiant. Donc voilà. Je voulais parler un petit peu du risk-taking. Je voulais vous parler un petit peu de Eigenlayer. En tout cas, j'espère que vous appréciez cette masterclass peut-être un peu moins organisée que d'habitude et moins poussée d'un point de vue fondat, mais à ma sauce. Mais du coup, voilà, sur Eigenlayer, on est en train de s'enflammer. On a quasiment 1,7 million d'Ethereum dans Eigenlayer, de ce que je comprends. En tout cas, c'est en train d'augmenter de manière drastique. Je sais pas si on peut regarder sur DeFi Lama peut-être. Eigenlayer. Mais sur Eigenlayer, ils ont réouvert la fenêtre pour déposer des sous dedans et on est à 6 milliards de dollars. C'est tout simplement énorme. On voit que voilà, il y a un vrai intérêt et qu'à chaque fois qu'ils réouvrent les vannes, donc qui repermettent aux gens de déposer, on a des gains monstrueux. En tout cas, beaucoup d'argent qui rentre dans Eigenlayer pour fermer les points, pour toucher un yield. Mais avant qu'ils ouvrent à nouveau les dépôts, on était à 2 milliards. Maintenant, on est à 6 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 4 milliards qui sont entrés dans Eigenlayer comme ça en une semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte. 4 milliards, c'est pas ce qui est rentré dans les ETF jusqu'à maintenant en termes de net flow. Donc bon, c'est pas ultra comparable, mais en termes d'argent et d'intérêt, c'est quand même assez énorme. Donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous donne ici un petit dashboard d'une pour surveiller tout ça. Je vous envoie aussi le lien DeFi Lama pour surveiller tout ça. Je pense que c'est assez intéressant. Et au travers d'Eigenlayer, en fait, on voit de plus en plus de protocoles de liquid risk-taking. C'est-à-dire que en fait, le risk-taking de Eigenlayer de base n'est pas liquide, mais des protocoles le rendent liquide, de ce que je comprends, de ma compréhension. Et du coup, parmi ces protocoles, si on regarde les top 5 en termes de TVL, on a le EETH, qui donc correspond à Etherfi, dont je vous parlais en termes d'airdrop juste avant, qu'on a mis sur Coin Academy. Donc voilà, vous avez ce petit airdrop peut-être à farmer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Vous avez EZETH, PUFETH et RSETH. De mémoire, globalement, ça se bataille entre Etherfi, Kelp DAO, qui est en lien avec Stader, de ce que j'ai compris, sur lesquels je suis aussi en train de farmer, et Renzo. Donc j'ai pas trop touché. De ce que j'ai compris, il va y avoir une vraie différence de positionnement entre les différents jetons de liquid risk-taking, parce que, en fait, certains pourraient opter pour des stratégies différentes par rapport à d'autres. C'est-à-dire que certains pourraient se dire, nous on fait du risk-taking sur des protocoles qui sont, enfin, sur des blockchains qui sont plus risqués que d'autres, et d'autres qui pourraient être un peu plus conservateurs, quoi. Donc, en réalité, je pense qu'il va y avoir une grosse bataille sur les protocoles et les jetons de liquid risk-taking, dans le sens où en fait chacun auront une approche du risque qui sera différente, mais ça crée quelque chose de malsain parce que du coup plus tu prends de risques, plus tu offres potentiellement du yield aux gens qui passent par toi,
et donc ils font du liquid risk taking via toi. Et du coup, tout le monde va chasser le plus de yield possible. Mais le problème, c'est que si ceux qui offrent le plus de yield et donc qui offrent les placements, enfin le risk taking le plus risqué possible, ont beaucoup de traction, les autres vont suivre pour pas perdre trop de parts de marché. Et donc en fait, on va se retrouver avec des gens qui vont, avec des protocoles qui vont tous s'aligner pour prendre de plus en plus de risques en fait. Donc ça fait peur. Ça fait peur. Personnellement, je me suis positionné sur la narrative risk-taking parce que je voulais avoir de l'Ethereum, farmer ces trucs-là et parce que le yield est assez intéressant. Mais j'ai pas mis tous mes ETH dessus. J'irai pas mettre 5 ou 10% de mon capital dessus. Pour moi, c'est vraiment de la gourmandise. Il faut tester. Mais faut pas y aller grosse couille, quoi. C'est quelque chose sur lequel il faut expérimenter. Pour les petits wallets, honnêtement, je sais pas si ça serait quelque chose de farmer ou en tout cas de se placer dessus parce qu'en gros, on a des frais Ethereum qui sont très chers. Donc je pense que si vous mettez moins de $1000 ou moins de $2000, je sais pas si ça a vraiment un intérêt ou si vous allez obtenir quelque chose, sachant que vous allez payer des gros frais en Ethereum pour entrer et pour sortir. Donc voilà, je vous laisse faire vos propres recherches, mais en tout cas, ça me semblait important de mentionner ça, parce qu'en ce moment, c'est en train de prendre pas mal de place dans l'écosystème. Je voulais vous parler de quelque chose aussi, qui pourrait peut-être vous intéresser. Voilà, cette semaine, on a eu une panne de Solana. Donc nouvelle panne sur Solana. Honnêtement, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Ça fait vraiment chier. Mais de ce que j'ai compris en lisant le post-mortem et du coup l'explication de Solana, donc que je vais vous envoyer dans le chat maintenant, comme ça vous l'aurez. En fait, à partir du 6 février à 9h53 UTC, il y a eu une panne. Cette panne, elle a duré environ 5 heures. Et en fait, elle concernait un bug qui était quelque chose qui avait été identifié sur le DevNet et qui avait un correctif prévu. Donc en fait, c'était quelque chose qui était identifié sur le DevNet, sur lequel il y avait un correctif prévu, mais ce correctif n'avait pas été encore appliqué au mainnet, de ce que je comprends. Et du coup, en fait, cette panne est arrivée avant que le correctif ait pu être déployé. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a été amené intentionnellement? C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a quelque chose qui peut foutre la merde sur le mainnet et que tu es un des concurrents, est-ce que tu vas peut-être pas pousser dans le sens de faire tomber Solana en panne? En tout cas, si tu en as l'opportunité, je sais pas si c'est quelque chose d'envisageable. En tout cas, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Je vous ai mis le lien dans le chat pour Solana. Mais moi, de ma compréhension, c'est ça. Il y a eu une panne de 5 heures environ à partir du 6 février par rapport à un bug qui était du coup déjà trouvé en fait sur le DevNet et sur lequel il y avait un correctif prévu et le correctif n'est pas arrivé à temps. Donc ça a évidemment impacté tout le monde. Ça a été assez chaud, honnêtement, parce que quand tu commences à avoir des positions en DeFi, etc., t'es pas serein. Mais je pense que le prix a juste décidé de dire pas lu, quoi. Pas lu. Puisqu'en fait, Solana a juste continué de pump. Et cette panne a marqué tout simplement un bottom temporaire ici. Ou en tout cas un creux temporaire. Donc voilà, le marché semble s'en foutre un petit peu. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que me dit justement les lead devs avec qui je suis en contact chez Solana, avec qui je vais faire du coup une discussion, une interview vidéo dans les prochaines semaines. A priori, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Donc je compte sur eux pour avoir peut-être davantage d'explications. Mais voilà. Est-ce que dans le chat, vous avez été impliqué par cette panne ou pas? Comment vous avez géré ça? À qui profite le crime et est-ce que quelqu'un pouvait le réaliser? C'est la question que je me pose, honnêtement. Je sais pas. Il faut pas non plus être 100% complotiste et parfois juste avouer qu'il y a eu un problème technique et que c'est la faute de Solana. Parce que s'il n'y avait pas ce potentiel bug qui était corrigé, s'il n'y avait pas de bug de base, il n'y aurait pas eu de panne. Donc voilà, tu peux pas dire que c'est la faute d'un concurrent. Mais bon, apparemment les gens n'ont pas été trop impactés. En fait, ce qui aurait été vraiment chaud, c'est dans le cas où en fait le prix baissait. Parce que si on avait un prix qui baissait drastiquement, moi par exemple j'avais des positions qui étaient ouvertes sur MarginFi et Camino, sur lesquelles j'ai mis des Solana pour avoir de l'USDC et par exemple farmer Parcel, qui est un airdrop, enfin qui a un potentiel airdrop que je farm de mon côté, qui est celui-ci. Mais voilà, si jamais on était descendu genre à $80, $85 et tout, je me serais fait liquider mes positions sur Solana, quoi. Et sur MarginFi et Camino. Donc évidemment, je mets une toute petite partie de mon folio Solana sur ces trucs-là. C'est des trucs qui sont assez expérimentaux, quoi. Mais il y a un risque, quoi. C'est un peu pénible. Je fais l'analyse fonda et le complotisme. L'absence de capette ne se ressent toujours pas. Ah les gars, on est dans la DA. On a notre DA. Donc voilà pour Solana. Sinon, je pense que les gars, on peut parler peut-être de quelque chose qui devrait être assez intéressant. Est-ce qu'on peut parler de Starknet?
est-ce qu'on peut parler de Starknet? Parce que là, pour le coup, Asher sort une vidéo. Moi, j'entends personnellement des bruits de couloir qui me disent peut-être un airdrop dans la semaine. Et je me dis que les timings s'alignent plutôt bien. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai pas d'infos de la team. Abdel me dit rien, Starknet me dit rien, j'ai aucune info de quand l'airdrop aura lieu. Mais des bruits de couloir que j'entends, donc des gens qui sont plutôt bien placés dans l'écosystème, j'entends des choses qui vont dans le sens d'un airdrop dans les prochains jours. Les trucs qu'on me dit, moi, c'est entre le 13 et le 15. Donc je sais pas si ce sera ce timing-là. Mais voilà, comme le dit Capet, la fonction claim a été utilisée il y a quelques heures et ils se mettent en place. Donc pour moi, actuellement, je pense que Starknet, ils ont juste un bouton à appuyer et juste sur l'airdrop, quoi. Donc je sais pas quand ça aura lieu, mais moi, en tout cas, de ce que j'entends, potentiellement entre le 13 et le 15, évidemment, à prendre avec des pincettes. Je n'ai pas d'infos de la team, je n'ai pas d'infos d'Abdel. Abdel ne commande jamais ces choses-là. J'ai jamais eu d'infos d'Abdel à ce niveau-là. Donc voilà. Peut-être des jetons pour la Saint-Valentin. Pour faire un cadeau à votre meuf ou à votre mec. Magnifique. Mais voilà, donc voilà, Starknet, ça bouge pas mal. J'ai vu que Asher a fait une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller la visionner. Pour ceux qui veulent voir un petit peu comment interagir avec l'écosystème, vous allez sur Coin Academy, donc la chaîne YouTube. On a sorti un tutoriel de Capet sur Argent X, un tutoriel Bravos qui arrive aussi mardi, donc c'est les 2 wallets principaux sur Starknet. Et voilà, je pense que ça va s'activer cette semaine. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être un move de con, hein, je vais pas vous mentir, peut-être que c'est un move totalement débile. Mais moi, mon idée, c'est... Genre, actuellement, l'écosystème de Starknet, c'est encore tout petit. En tout cas, il y a peu de jetons qui sont disponibles, il y a peu de liquidités, peu de volume, etc. Et je me dis, le fait qu'il y ait un airdrop, ça va amener un influx de capitaux et de liquidités qui pourrait être assez important et qui pourrait faire une sorte d'effet ricochet sur tous les autres jetons qui sont disponibles. Et actuellement, de ce que je comprends, dans les jetons qui sont disponibles, il y a que des meme coins, quoi. Enfin, enfin voilà, c'est peut-être un move de con d'acheter des meme coins et peut-être que je vais me faire rect. Il faut en avoir conscience. J'ai mis une toute petite partie de mon capital, vraiment négligeable, que je suis prêt à perdre. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, il n'y a pas de tokens de projets qui sont disponibles dessus et que, en gros, tous les projets vont recevoir des jetons Stark via l'airdrop et que derrière, ils vont essayer d'organiser une sorte de Starknet Season qui devrait ricocher sur les utilisateurs qui derrière utilisent ces dApps. Mais du coup, pour le moment, pas de jetons pour ces dApps. Donc, je me dis que tout ce qu'il y a, c'est des meme coins et que ce serait quand même un peu bête de pas essayer de jouer ce play de afflux de liquidité, airdrop Starknet, etc. Alors moi je suis pas le farmer original, hein, donc j'ai pas farmé Starknet ou très peu, mais du coup je me suis placé sur ces trucs là, donc je sais pas si c'est un intérêt, je sais pas si c'est trop tard, etc. Moi je vous dis clairement ce que j'ai fait, c'est pas une incitation à acheter. Encore une fois, je ne suis pas payé par des meme coins pour vous parler de ces meme coins là. Mais voilà, il faut en avoir conscience, quoi. On la trouve où cette liste de meme coins? C'est pour un pote. Moi, je suis allé sur Dex Screener. Sur Dex Screener, tu peux aller voir Dex Screener Starknet. Ça marche. Putain, mais quel enfer. Dex Screener, moi je trouve que l'UX c'est pourri, mais peut-être que je suis juste un noob. Hein. Voilà, Starknet. Ensuite, je suis sur Jedi Swap. Et en termes de choses qui ont le plus de volume, t'as Owl, qui est un meme coin, qui est, de ce que j'ai compris, la chouette d'un des fondateurs. T'as Ethereum. Ethereum contre les essais qui est moins tradé que Owl, le meme coin, assez marrant. T'as le Stark PP, le Stark Inu, le Akamaru, t'as le Tony, le Lord, mais globalement t'as que des shitcoins, quoi. T'as que des meme coins, t'as absolument rien pour l'instant. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous envoie le lien. Ce n'est pas une invitation à acheter, juste je sais qu'il y a des gens qui veulent savoir un petit peu ce qu'il y a dessus, donc je vous envoie le truc, libre à vous de prendre vos décisions, etc. Il faut avoir conscience que moi, il y a des potes qui ont il y a bien longtemps, qui sont déjà en x5, x10 sur tous ces trucs-là, donc vous n'êtes pas les premiers, mais vous êtes probablement pas non plus les derniers. Donc on verra ce que ça donne, et si jamais je décide de les vendre et de sortir, je le dirai publiquement sous les tweets que j'avais fait justement récemment. Donc voilà pour Starknet. Un truc aussi qui me tenait à cœur et que j'ai trouvé assez intéressant, c'est Arthuraise qui nous parle derrière des programmes de points. Donc on en parle dans le Coin Hebdo évidemment. Hop. Donc Arthuraise qui fait l'éloge du système de points très apprécié des protocoles. Et donc en fait il explique un petit peu que globalement jusqu'à maintenant il y avait les ICO et que maintenant en fait les points c'est potentiellement une nouvelle forme d'ICO. En tout cas que c'est quelque chose qui est assez intéressant, qu'il faut comprendre qu'il y a des risques, etc. Mais que c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vous mets l'article qui résume un petit peu sa pensée à ce sujet-là. Je vous la mets dans le chat. Mais au final, c'est un peu lié à la pensée que j'avais exprimée récemment, qui était en fait les systèmes de points sont les nouvelles ICO. Dans le sens où vous passez du temps
vous mettez de l'énergie et vous déployez du capital pour farmer ces points-là et obtenir des jetons. Et donc en soi, derrière les protocoles, les applications décentralisées, les Layer 1 et Layer 2, etc., peu importe ce que c'est, en fait bénéficient d'une utilisation à moitié organique, on va dire, et donc derrière permettent de vendre en fait du jeton via l'utilisation de cette blockchain-là, de cette DApp, etc., et ce système de points. Donc à voir, en tout cas, je sais pas combien de temps les systèmes de points vont durer. Voilà, je sais pas. Est-ce que vous pensez que les systèmes de points, là, on est arrivé au max de la hype, ou est-ce que c'est quelque chose qui va continue d'exister et qui va exister, genre par exemple tout ce cycle? Je suis assez curieux d'avoir votre avis sur ça. Moi je dirais que c'est là pour rester, mais que en gros les plus gros airdrops on va les avoir à horizon 6-12 mois. Genre. Je dirais pas que c'est que le début. Je pense que ça va continuer, mais que en fait arrivé à un moment il y aura juste tout le monde qui aura son système de points et que ça va juste. Enfin quand c'est un truc que tout le monde utilise, c'est bien, c'est standardisé, ça a un intérêt pour ces protocoles-là, ça leur permet d'avoir de l'activité, de fidéliser et de vendre des jetons d'une manière différente. Mais je pense que les gens vont être saoulés en fait. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti avec Milky Way par exemple. Milky Way qui est donc du liquid staking sur TIA, donc sur Celestia. Et tout le monde farmait, etc. Et là, ils ont annoncé un système de points et ils se sont fait allumer publiquement, quoi. En fait, les systèmes de points, c'est plus positif en fait pour les business et pour les founders et pour les teams et les produits que réellement pour les users. Moi j'aime bien quand t'as un airdrop sauvage qui est pas calculé, qui est pas annoncé et qui est violent parce que du coup ça limite d'une certaine façon le farming. Là le problème des systèmes de points c'est que en fait tu montres un peu à tout le monde qu'il va y avoir potentiellement un jeton, ou en tout cas tu leur laisses penser ça et du coup t'as beaucoup plus d'acteurs qui se placent, du coup les airdrops sont beaucoup plus petits quoi. Mais ça permet aussi de garder des utilisateurs et d'éviter que, en fait, airdrop à des gens qui s'en foutent ou qui n'ont jamais utilisé ton produit. C'est aussi ça le problème. Et donc, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui dit le plus important, c'est notre historique on-chain, ça vaut de l'or. Je suppose que tu as regardé cette vidéo de Pro Indicator, Philerix. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous envoie ça. Hop. Il y a Philerix Pro Indicators qui a sorti une vidéo sur ce sujet-là et qui, justement, reprend le papier que Arthur Hayes a publié. Et du coup, je vous mets ça dans le chat. Je suis pas fan de tout ce que fait Phil et sur sa chaîne Pro Indicators, etc. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord avec lui ou sur lesquelles je trouve qu'il met trop l'accent ou sur lesquelles il est probablement trop biaisé. Mais j'ai trouvé qu'il a été très juste dans son analyse du papier d'Arthur Hayes et il est pas mal aligné sur ce que je pense. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé sa vidéo, je l'ai regardée et je vous incite à le faire si jamais vous voulez comprendre et aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'était pour Arthur Hayes, les points et Philerix. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu de ça. J'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle méta. Alors, est-ce qu'elle est déjà terminée ou pas? C'est l'ERC 404. Donc, est-ce que déjà vous en avez entendu parler ou pas? Est-ce que vous avez entendu parler des ERC 404 ou pas du tout? Parce que moi, j'en ai entendu parler cette semaine et j'ai un peu l'impression d'être déjà en retard. Bon, je dirais qu'il y a 65% de oui et 35% de non, jusqu'à maintenant. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un nouveau standard de jetons qui n'est pas accepté, certifié, validé, audité par la communauté Ethereum, mais en tout cas qui existe, et qui a pour vocation de rendre les NFT davantage liquides. En fait, de ce que j'ai compris, un jeton égale un NFT, et donc en fait, ce jeton, tu peux l'échanger très facilement, tu peux le diviser en plein de parties, et lorsque t'en as un, genre tu peux redeem de ce que je comprends un NFT en fait. Donc c'est un mélange de RC20 et de ERC 721, c'est ce que quelqu'un dit dans le chat, et c'est un beau résumé. Mais globalement, ça permet de faciliter les échanges de NFT et en réalité la spéculation dessus, hein, qu'on se dise. Donc c'est pas un standard qui est accepté. De ce que j'ai lu, et je vous lis ce qu'on avait écrit dans l'article et le résumé, l'ERC 404 excusez-moi, n'est pas encore un standard de jeton officiellement reconnu par Ethereum, et l'équipe travaille actuellement sur une EIP pour intégrer cette nouvelle norme de jetons. Au cœur de cette innovation se trouve la capacité pour plusieurs portefeuilles de co-détenir un seul NFT, ouvrant la voie à des applications sans précédent telles que les enjeux tokenisés et les prêts. Donc la possibilité de prêter facilement ces NFT, ou de les échanger, ou de spéculer de manière beaucoup plus liquide dessus. Donc on va voir ce que ça donne, je suis pas l'expert. Est-ce que j'ai été mauvais dans mon explication, ou est-ce que vous avez des choses peut-être à dire en plus dans le chat? J'irai mettre en valeur vos messages avec plaisir. Mais bon, en tout cas, c'est ma compréhension actuelle. Ici, un petit résumé. Et du coup, Pandora, qui est le premier jeton ERC 404, et du coup, beaucoup de gens spéculent dessus, il a largement pump, etc. Je ne vous recommande en aucun cas d'en acheter.
Bon, je vois que les gens sont plutôt bearish dessus. Pour moi, c'est important de le mentionner parce que si derrière ça se concrétise davantage et que ça transforme le marché des NFT, ce serait dommage de pas s'y intéresser, quoi. On verra ce que ça donne. Pour moi, c'est un peu. Je dirais pas que c'est comme les ordinals d'une certaine manière, mais c'est des innovations qui arrivent comme ça. Et du coup, sur ces trucs-là, en général, il faut prendre le truc et s'y intéresser très rapidement pour comprendre et pas être largué. Parce que après, après t'es foutu, quoi. Ça coûte trop cher en gaz ATM. Ok. Mais je pense qu'ils vont faire des updates sur ça. Autre news aussi assez intéressante, on a Ethereum qui globalement va avoir sa mise à jour d'Encun le 13 mars sur le mainnet. Donc globalement c'est la mise à jour du proto Danksharding et de ce que j'ai compris ça va être la baisse drastique des frais sur Layer 2. Donc voilà, je crois que Capet on a déjà beaucoup parlé sur la dernière masterclass, donc je vous invite vraiment à la regarder si jamais ça vous intéresse. Mais je vais pas m'étaler dessus sinon je risque de dire des bêtises. Aussi, on a eu Bakkt. Pour les plus OGs, vous aurez entendu probablement parler de Bakkt. À l'époque, on nous disait, voilà, le New York Stock Exchange lance sa plateforme crypto, ça va être une révolution, ça va être des instituts qui vont arriver, etc. Je crois que c'était en 2017-2018, quelque chose comme ça, on avait une énorme hype sur ça. Et au final, peu de traction, et là, Bakkt sont dans une position de faiblesse dans le sens où ils envisagent une levée de fonds, et globalement, voilà, ils sont en galère de fou. Ça m'étonnerait pas que Bakkt disparaisse, ou en tout cas n'ait que peu de raisons d'exister. Mais du coup, c'est assez impressionnant de voir que bah, voilà, le New York Stock Exchange, en tout cas les propriétaires du New York Stock Exchange, aient créé une plateforme crypto et qu'elle n'ait pas eu de traction du tout. Donc est-ce que ça va changer avec les ETF ? Probablement pas. Enfin, du coup, ça perd un peu d'intérêt. Ou est-ce que justement, ce sera une plateforme pour trader les ETF et trader genre d'autres choses liées à la crypto ? Je sais pas. Mais pas ultra convaincu. Voilà. Sinon, derrière, on a eu le président pro-Bitcoin du Salvador, Nayib Bukele, qui a été réélu avec 85% des voix, de ce que j'ai compris. Bon, voilà. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la population là-bas. De ce que j'ai compris, il a permis de réduire un petit peu tous les actes criminels, les actes de gang, etc. là-bas. Donc, bon, je sais pas si en dehors de ça, il fait des choses sans ça, c'est des choses vraiment bien. Mais en tout cas, je pense que ça va plutôt dans notre sens. Et au moins, on sait que voilà, on gardera un président qui est pro-Bitcoin et que Bitcoin n'est pas là pour partir du Salvador. Et sinon, il y avait deux autres choses assez intéressantes que je vais vous laisser diguer. On a le Layer N, donc un Layer 2. Voilà, et globalement revu dans cet article, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça. Il y a des choses assez intéressantes, je pourrais pas rentrer dans les explications, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc voilà, n'hésitez pas à checker ça, à diguer. Je pense que si on en a parlé, c'est que ça vaut le coup de regarder. Nous ne sommes pas investisseurs, nous n'avons pas été payés pour vous parler de ça. Et de même, ici, pour Succinct Network, peut-être que Capet sera en meilleure position pour vous en parler, mais je pense aussi que ça risque de vous intéresser. Donc, je vous mets ça aussi dans le chat. Capet qui nous dit Layer N égale partenariat avec Eagle Layer. Oui, mais j'ai pas beaucoup d'autres explications. Non, Capet est pas là. Putain, mais en fait, il y a trop de messages. Je peux pas mettre en avant les bons messages. Mais ouais, Capet n'est pas là, mais il est dans le chat. Donc voilà, il peut être là pour mettre davantage de messages. Donc ça, c'était pour la partie fonda et actu. J'espère que ça vous a plu. On va parler un petit peu du marché juste après. Est-ce que vous avez kiffé cette petite partie? Et est-ce que j'ai loupé des choses cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient assez importantes que j'ai pas évoquées dans cette partie-là? Parce qu'en vrai, il se passe tellement de trucs que je peux pas tout suivre en fait. Moi, c'est ce que j'ai vu sur notre site, sur notre Twitter, de ce que j'entends autour de moi. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui me parle de Tada. Du coup, Tada a launch. Et je pense que le mieux de mon côté serait de juste laisser place à l'interview de la semaine prochaine avec William Simonin, un des cofondateurs et fondateur de Vioka. Donc je pense que je vais juste attendre de faire cette interview-là pour vous en parler proprement, etc. Plutôt que de vous parler d'un sujet que je maîtrise pas non plus à 1000% et surtout de vous parler de ça dans un format qui est pas forcément ultra adapté, quoi. Ok, bon les potes, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on va pouvoir passer sur la partie technique. Putain, je vous avoue que parler 1h30 solo, comme ça, sans coupure, c'est vraiment costaud. Hein. Je vous avoue que là, je vais boire un petit coup là, parce que c'est intense là. Ça paraît pas intense, mais j'avoue que pouvoir faire ça en duo, c'est vraiment plus simple quand même. Ça marche, Jim.
Les gars, je pense qu'on est parti. Du coup, on se retrouve pour la partie technique de cette masterclass en vidéo sur YouTube et évidemment en live avec pas mal de gens ici avec nous. On est plus de 500 en live, donc c'est plutôt cool. Si jamais vous regardez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, c'est pas déjà fait. On va faire cette grosse revue du marché. Je me suis prévu pas mal de choses à regarder, notamment la capitalisation totale du marché, capitalisation des altcoins, des stablecoins, BTC, sur lesquels on a vu des choses assez intéressantes. On va parler aussi order flow et funding, parce qu'on a vu qu'on a eu des shorts qui sont plutôt excités sur le pump récent de Bitcoin. On va parler aussi de la dominance de Bitcoin. Je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à regarder à ce niveau-là, surtout qu'on a la halving qui s'approche. On va parler de Ethereum vs BTC, on va parler d'Ethereum, on va parler de la capitalisation de BTC plus Ethereum. Petite touche tradi aussi, on va parler du S&P, du dollar et du CAC 40 qui sont en train de faire des nouveaux ATH, c'est assez ouf. Et après, je me suis noté aussi pas mal de coins. Donc, évidemment, je regarderai un petit peu ce qu'ils disent dans le chat. Mais moi, de ce qui m'intéresse cette semaine, et là où on a eu le mouvement, c'est Dimension, Tao, Kaspa, Link, Tia, Stacks, donc STX, PIF, Jup, Solana, Optimism, Arbitrum et Atom. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue capitalisation du marché? Eh bien, écoutez, je crois que à la dernière masterclass, excusez-moi, dernière vidéo, je vous mettais en avant ce niveau ici en bleu autour des 1500 milliards de capitalisation. Donc, ici, on regarde la capitalisation en excluant les stablecoins. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce niveau parfait qui nous servait de résistance ici, puis de support, puis qui nous a lead en plus ou moins bear market et une longue latéralisation, a été retesté. C'est un niveau sous lequel on a consolidé pendant ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines sans jamais réussir à clôturer au-dessus. Et là, a priori, dans 4 heures, on pourrait potentiellement clôturer au-dessus. Je vous disais que si jamais on arrivait à casser ce niveau et qu'on arrivait à clôturer au-dessus, je pense qu'on irait chercher la zone orange au minimum. Et personnellement, c'est ce que je pense. Donc vraiment, j'ai été impressionné de voir eh bien, ce niveau tenir autant de semaines. Parce qu'on dirait pas, mais vraiment, ce niveau-là a tenu de fou. On n'a jamais réussi à clôturer au-dessus, même si on a fait des mèches énormes. Et là, pour le coup, le marché semble se décider. Donc, il semble vouloir casser les 1500 milliards. Là, actuellement, on a 1630 milliards de dollars. Et donc, pour moi, on a tout simplement, sur la capitalisation du marché, sur ce graphique-là, en excluant les stablecoins, une réintégration du range entre les 1500 milliards et les 1820 milliards. Donc, pour moi, tant qu'on ne perd pas ce niveau bleu, on ira chercher probablement au minimum ce niveau orange. Et le truc, c'est que, bon, voilà, ce niveau bleu, en plus d'être un niveau horizontal qui est clean, c'est 38% de retracement de toute la baisse, mais lorsqu'on casse les 38%, pour moi, la target logique derrière, bon, ça va être beaucoup d'opium d'un coup, les gars, mais la target logique derrière, c'est les 61-70% de retracement. Et donc, la reload zone vendeuse est donc la zone optimale pour derrière faire un lower high et donc défendre le sommet historique autour des 2800 milliards de capitalisation sur ce marché-là. Donc, honnêtement, tant qu'on tient ce niveau bleu, je pense que j'ai deux targets. J'ai le niveau orange et ensuite la reload zone donc autour des 2000 milliards de capitalisation. Personnellement, ça me semble pas déconnant. On va le voir juste après avec BTC et Ethereum qui sont vraiment dans de bonnes dispositions. Mais ça me semble pas déconnant parce que, voilà, il faut considérer quelque chose, c'est qu'on a eu certes un up only avec peu de retracement, mais on a surtout une latéralisation ici d'une dizaine de semaines. Donc quand tu latéralises pendant 10 semaines, si jamais tu as une cassure dans un sens ou dans l'autre, c'est pas quelque chose que tu vas fade. En tout cas, c'est pas quelque chose face auquel tu vas t'opposer, tu vois. C'est comme si t'avais genre une énorme boule de neige qui devenait de plus en plus grosse. Est-ce que tu te mettrais en face pour te faire écraser ou est-ce que tu parierais sur le fait qu'elle fasse demi-tour? Moi personnellement, voilà, je me mettrais pas en face et je la laisserais tout simplement passer. Et donc c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Pour moi, le fait qu'on casse ce niveau en bleu potentiellement d'ici 4 heures en weekly, ce serait vraiment un bon signal. Donc personnellement, tant qu'on tient ce niveau bleu ici, je reste optimiste sur le marché. Si on regarde nos EMA 9, 13 et 18, en fait, les EMA en weekly nous ont servi de support, donc elles ont été parfaitement retestées ici. Et certes, on n'a pas eu un retracement qui était ultra profond, et personnellement, je m'attendais à ce qu'on ait un retracement un peu plus profond, pour être honnête, mais on a quand même un retracement de 21%. Et ça, j'ai l'impression que les gens ont tendance à le sous-estimer. Donc, écoutez, sur la capitalisation du marché crypto, difficile d'être bearish en fait. Pour moi, difficile d'être bearish. D'un point de vue pur prix, pour moi, il n'y a rien en termes de niveau technique entre les 1500 milliards et les 1800 milliards. Donc, être bearish ici, pour moi, c'est compliqué. Par contre, quelque chose qui pourrait être à noter, c'est que si jamais on était à nouveau amené à reclôturer en dessous, là, ce serait chaud. Mais très sincèrement, pour le moment, je vois pas vraiment ce scénario arriver, en fait. On a un S&P qui est fort, qui enchaîne les ATH, même chose sur le CAC 40. On a un dollar qui rebondit, mais qui est pas si fort que ça.
on a un Bitcoin qui est fort, je sais pas. Moi, personnellement, je reste aussi tant qu'on perd pas ce niveau bleu. Et la probabilité qu'on casse ce niveau bleu, en tout cas qu'on retourne en dessous, pour moi, à court terme, elle est plutôt faible. Donc voilà. Alors, excusez-moi, je vais juste enlever le QR code. Donc, comme vous l'aurez compris, en fait, les semaines d'avant, je crois, j'étais neutral ou bearish neutral, quelque chose comme ça. Je vous avais essayé de vous donner une sorte de biais. Là, pour le coup, je suis juste bullish sur la question totale du marché crypto. Si on devait regarder la capitalisation des altcoins, on sert des EMA ici en tant que support. On a fait un retracement de toute cette hausse ici pour retester les 38% de retracement donc de toute cette hausse. Donc c'est le premier arrêt. Et dans une tendance haussière qui est forte, les 38%, c'est le niveau qui doit être testé très rapidement et qui doit nous permettre derrière de continuer à faire des higher highs. Donc en fait, les 38%, c'est généralement le niveau qui tient lorsqu'on a une tendance qui est forte, autant une tendance baissière qu'une tendance haussière. Donc pour l'instant, le fait qu'on ait retesté ce niveau ici avec une petite chasse au stop sous cello, et qu'en plus on ait retesté les EMA ici en weekly, pour moi c'est difficile d'être bearish. Si on était amené à perdre ce niveau des 38%, je serais enclin à penser à un retracement qui est plus profond. Mais est-ce que je serais bearish sur les alts? Pas nécessairement, je pense que j'essaierais juste d'en acheter plus bas et de justement chercher un retest de ce niveau rouge ici autour des 260 milliards. Donc pour moi, en réalité, tout va bien sur les alts. Bon, évidemment, si on regarde les alts vs BTC, on est en train de sous-performer. Je vous disais de mon côté que en fait, tant qu'on restait au-dessus de ce haut range, donc ici entre la bande verte et la bande rouge, on a un beau range. En tout cas pour moi en weekly, il est vraiment bien dessiné. Mais pour moi, tant qu'on se maintenait au-dessus de ce niveau rouge, tout allait bien, parce que pour moi on avait une longue latéralisation et qu'on était probablement prêt à surperformer Bitcoin pour des semaines. Et là ce qu'on voit c'est qu'on a eu un beau rebond, mais que pour le moment on est en train de réintégrer ce range. Et lorsqu'on réintègre un range et qu'on a une sorte de déviation comme ça, pour moi l'objectif c'est au minimum la borne opposée, voire plus bas en fait. Donc la question que je me pose c'est, avec le halving qui arrive très bientôt, d'ailleurs sur Coin Academy on a un compte à rebours, donc c'est dans 70 jours, ça va arriver tellement vite. Donc pour moi le marché en vrai a en tout cas Bitcoin a une vraie fenêtre pour performer sur les, je dirais les 40, 50, 60 prochains jours, et ça m'étonnerait pas de voir les alts encore souffrir. Alors souffrir c'est un bien gros mot, c'est un Bitcoin qui prend 5% et des alts qui prennent plus 2 quoi. Ou en tout cas sur une majorité, parce qu'évidemment ici c'est un indice, c'est la capitalisation totale des altcoins divisé par Bitcoin, donc ça n'inclut pas les stablecoins, et surtout c'est quelque chose qui se veut le plus représentatif possible de l'écosystème des alts. Évidemment qu'il y a des Tao, évidemment qu'il y a des ING, évidemment, enfin, il y a plein de projets qui arrivent à surperformer, mais dans l'ensemble, pour moi, tant qu'on reprend pas ce niveau rouge ici, je pense que les altcoins vont sous-performer Bitcoin et qu'on ira probablement chercher ce niveau vert, voire bien en dessous. En fait, je me demande si on n'aurait pas justement en paire BTC la capitalisation des alts vs BTC du style, genre en mode un truc comme ça, genre on s'approche de la halving, et au moment de la halving, hop, on repump, on récupère ce niveau ici, et à partir de là, on repart. Moi, en tout cas, si jamais on a un BTC qui pump de zinzin juste avant la halving, bon, c'est déjà un peu le cas, et des alts qui souffrent et qui derrière reprennent du terrain et récupèrent ce niveau de support sur la paire BTC, donc les altcoins divisés par BTC, je pense qu'il y a moyen de mettre une maison sur les alts, en tout cas de prendre davantage de position sur les alts. Là, pour le coup, oui, il faut être. Enfin, si vous êtes un investisseur, dans tous les cas, vous êtes positionné, vous regardez probablement pas cette vidéo ou ce live, enfin, vous faites peu de gestion active. Mais là, actuellement, quand je vois ce graphique-là, j'ai plus d'intérêt à garder mes bitcoins jusqu'à la halving et possiblement à essayer d'acheter les altcoins lorsqu'elles seront en souffrance par la suite. Là, ce que je vois graphiquement sur le ratio des alts divisé par BTC, c'est que pour moi, il y a de la marge pour pousser plus bas et que le signal bullish, ce serait le moment où justement on se casse la gueule en dessous et qu'on récupère ce niveau vert en tant que support. Donc ça ferait une déviation dessus, une déviation en dessous, et surtout qu'on a vu des alts, là on se rend pas compte, hein, mais depuis le 6 septembre 2021, les alts sont à moins 55% vs BTC. Donc on a vraiment des alts qui sous-performent dans leur ensemble Bitcoin. Donc je pense que ça va être amené à continuer, à part si on récupère ce niveau rouge. Donc tant qu'on ne le récupère pas, moi personnellement je vise la bande verte, voire un peu plus bas pour un excès, et derrière le récupérer. Et je serais pas ultra optimiste sur les alts jusqu'à la halving en fait. Parce que pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, bon bah mon dessin est assez explicite. Voilà, on a une halving qui arrive au trait rouge, donc très bientôt. Et la dernière fois que c'est arrivé, la dernière fois qu'on avait la halving et qu'on était juste avant, on a eu un petit rebond jusqu'au moment où on a eu la halving, et justement là, on a eu de l'argent qui est sorti de Bitcoin pour être injecté dans les alts. Donc je me demande si ça va pas être le cas. En tout cas, moi, ça me conforte pas dans ma position sur les altcoins. Et donc, est-ce que je bouge ou est-ce que je touche à mes alts que je détiens? Non. Par contre, parce que je suis pas bearish en dollars, par contre,
pour moi, c'est important d'arriver à capturer la performance du Bitcoin, surtout qu'on va en parler juste après, on arrive sur des niveaux très intéressants. Et donc à ce moment-là, personnellement, j'achète pas forcément du Bitcoin en spot, mais j'essaye plutôt de me placer sur les dérivés et essayer de compenser le manque à gagner que j'aurais en n'achetant pas, excusez-moi, de Bitcoin en spot. Donc optimiste en valeur USD sur le marché, donc bullish sur la captation du marché, des altcoins. Sur la captation du marché des altcoins en paire BTC, je suis bearish. Ce qui nous amène derrière à parler un petit peu de BTC et de TH. Donc où est-ce qu'on en est sur BTC? Comme je l'expliquais juste avant, sur la captation des cryptos et donc globalement de Bitcoin, parce que c'est une grosse partie du marché, on a une consolidation ici d'une dizaine de semaines, avec une mèche des enfers au-dessus et une mèche des enfers en dessous. Et malgré derrière la pression vendeuse de Grayscale, de Celsius, de FTX, etc., on a eu un marché en open qui fait que de se faire racheter en fait. Derrière, en plus de ça, on sait pas exactement ce qu'on voulait voir, mais on a eu un retest parfait des 38% de retracement de la hausse depuis le dernier lot. Donc si on prend toute cette hausse ici, on voit qu'on a retracé parfaitement les 38%. Et pour moi, on avait un range qui était plutôt clean, ici entre les 40 000 et les 44 500, 700. Et on a juste méché en dessous, puis on l'a récupéré. Donc pour moi, l'objectif, c'était la borne opposée, donc la borne haute. De mémoire, c'est ce que je disais en vidéo. Par contre, la question que je me posais, c'est est-ce que ici, c'était pas la meilleure localisation pour faire un low high et donc défendre le top ici et donc nous amener à faire un retracement plus profond. Donc j'envisageais personnellement un short jusqu'à ici, parce que pour moi, la localisation était trop belle pour ne pas y penser, surtout vu le contexte, etc. Mais ce que j'ai vu sur les produits dérivés m'a pas mal choqué. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu, même pour les moins techniques, c'est au moment où on s'est rapproché du coup de cette borne haute du range, donc cette borne rouge ici, au moment où on s'est approché de cette borne rouge ici, comme vous voyez en fait, on a le funding ici. Donc le funding, c'est, comme j'expliquais, les frais qui sont payés à intervalles réguliers entre les longs et les shorts. Lorsqu'il est positif, c'est les longs qui payent les shorts. Lorsque le funding est négatif, c'est les shorts qui payent les longs. Et là, pour le coup, le funding est vraiment faible. Juste avant l'ETF, on était plutôt sur du 50-60% annualisé. Donc, si vous teniez votre position à l'année, avec ce taux-là, vous payez 50-60% de votre position en dollars. Donc, c'est énorme. Là, on est revenu sur des fundings neutres. Donc, ce que ça nous montre, c'est qu'on n'a pas nécessairement d'euphorie du côté des acheteurs. Parce qu'en général, un funding qui est très positif, ça montre une euphorie sur les dérivés. Et ça montre qu'en fait, on a un décalage entre le prix spot et les produits dérivés. Donc, si le funding est positif, voire très positif, ce que ça montre généralement, c'est qu'on a un prix des dérivés qui est supérieur au prix spot. Et donc, ce que je vous montre tout en bas ici, c'est en fait le premium. Donc, le premium, c'est quoi? En fait, le premium, c'est la différence entre le prix spot et le prix sur les dérivés. Et donc, en fait, quand le premium est supérieur à 0, donc est vert, ça montre que le prix des dérivés est supérieur au prix spot. Donc, c'est-à-dire que peut-être que si Bitcoin est à 44 000 $, sur les dérivés, ça va être peut-être genre 44 000, 40, 44 000, 50, 44 000, 80. Mais du coup, ça montre qu'il y a une certaine agressivité en fait sur les dérivés. On peut appeler ça les spreads d'une certaine manière. Mais le spread, c'est plutôt la différence entre les acheteurs et les vendeurs sur un marché précis, et pas forcément entre plusieurs marchés. Enfin, mais je pense que ça peut être quand même wordé comme ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans cette période d'euphorie juste avant les ETF, on avait du coup le prix des dérivés qui était largement supérieur au prix spot, et que à partir d'ici, donc à partir de cette baisse ici, en fait sur toute cette période-là, on a eu des dérivés qui avaient un prix qui était inférieur au prix spot en fait. C'est ce qu'on voit ici. De l'ordre de 0,04%. Donc c'est pas énorme hein, pour vous montrer ici. Ici, à droite, l'échelle, elle est en pourcentage. Donc ici, quand on se situe ici, c'est-à-dire que le prix des dérivés est à 0,1% supérieur au prix spot. C'est pas énorme, hein, mais ça fait une différence. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu sur cette période où justement on a rebondi et on s'approchait de cette zone que je voulais shorter, potentiellement pour me couvrir et défendre le top historique. En fait, j'ai vu l'open interest exploser. Donc l'open interest qui augmente. Donc ce que ça montre, c'est que le nombre de positions ouvertes sur les dérivés était assez importante. Donc augmentation de l'open interest de manière drastique, hein, parce qu'on est quand même passé de 7 milliards à 9 milliards, mais bref. Juste avant, on n'était pas à ce niveau-là, mais bref. L'open interest augmentait drastiquement. Et je voyais ici le funding baisser. Donc globalement, ça nous montrait quand même une certaine agressivité, et ça montrait que, en général, quand tu as un funding qui baisse et un open interest qui monte, en général, ça monte... Enfin, moi, personnellement, ma déduction, c'est que potentiellement, il y a des shorts qui essayent vraiment de se placer, et que c'est surtout des shorts
qui ouvrent des positions plutôt que des longues. Et donc en fait à ce moment-là je me suis dit mais on va juste partir tout droit et les squeeze. Et c'est un peu ce que je disais sur Twitter. Sur Twitter j'en ai fait plusieurs tweets. Sur ma dernière vidéo je pense que j'en parlais de manière vraiment très propre. Je pense que d'ailleurs j'ai été assez clairvoyant pour être très honnête. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler sur Twitter. Et donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est que il y a eu de plus en plus de shorts en fait qui avaient ouvert des positions qui ont commencé à se faire short squeeze en fait. Donc, est-ce que le squeeze va continuer bien plus haut ou est-ce qu'on va reverse maintenant je pourrais pas le dire avec certitude, mais ce que je peux vous dire en fait et qui est assez important, c'est que malgré ces liquidations et le prix qui monte et quand même des shorts qui ont ouvert pas mal de positions, même si le funding redevient normal et que le premium n'existe plus, en tout cas qu'on est proche de zéro entre la différence entre le prix des dérivés et le prix spot. Ce qu'on voit dans tous les cas, c'est que l'open interest a augmenté énormément. Quand je vous dis énormément, on est quand même passé de 7 milliards à 9 milliards. C'est-à-dire qu'on a 2 milliards de dollars de positions qui sont ouvertes depuis ici. Donc depuis 5 jours. Et pour vous parler un petit peu en termes de proportion, ça fait une augmentation de l'open interest de 25%. Donc c'est absolument énorme. Donc personnellement, la seule conviction que j'ai, c'est qu'on va continuer à avoir de la volatilité. Parce qu'avoir autant de positions ouvertes et qui continuent d'être ouvertes malgré le pump sur Bitcoin, ce que ça montre, c'est que on n'a pas encore sorti la majorité des shorts, et donc soit on va faire un truc assez agressif, soit on va dump assez agressivement, mais pour moi il n'y a pas d'entre deux. Alors là vous allez me dire merci Picsou, hein, c'est soit ça monte soit ça descend. Ouais, plus ou moins. Mais ce que je veux dire par là, qui donne une information assez intéressante à mes yeux, et je vais compléter mon analyse avec ça, hein, mais c'est que pour moi on va continuer à avoir de la volatilité. Je pense pas que la volatilité va s'arrêter là. Et un autre point qui me semble assez important à mentionner, c'est d'un point de vue vendeur en fait, donc t'as ton range, tu consolides, rumeur d'ETF, on pump, donc on sort du range. Là, tu as l'approbation des ETF, le lancement du trading des ETF, et ensuite tu as un sell the news. Okay, donc en soi, fondamentalement, et même en termes de storytelling, d'histoire, etc., tu as tout qui s'aligne. C'est-à-dire que tu as à la fois le prix qui réintègre un range dans lequel on latéralisait avant les ETF, et qui du coup a un prix qui réintègre ce range-là. Tu as des news qui sont assez bearish parce que tu peux t'attendre à ce que les gens soient euphoriques et achètent énormément et vendent la news, et que tous les nouveaux qui s'intéressaient ici vont se faire dump la gueule. Ce qui était un peu le cas, parce que en fait, d'une certaine manière, sur les chiffres que nous on voyait sur Coin Academy en termes de trafic ou même sur notre Twitter, etc., on voyait que les chiffres étaient vraiment en explosion. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, j'avais tweeté le fait que en fait, le trafic de Coin Academy était littéralement parabolique. Et là, en fait, on voit derrière, après ça, un niveau important très fortement racheté, un dip qui est pas très important, un dip surtout qui est racheté par très peu de personnes. J'ai vu peu de personnes racheter ce dip là, dont moi. Moi j'ai pas racheté El Famoso dip. Par contre je l'ai acheté sur Solana, ce qui m'a permis de très bien performer. Et puis derrière on pump et l'intérêt sur les cryptos n'augmente pas. C'est-à-dire que on n'a pas un regain d'intérêt sur le trafic enfin on le ressent pas sur le trafic de Coin Academy, on le ressent pas sur les stats. Donc en fait on a eu un sell the news, personne qui a buy le dip, un prix qui repump, et globalement les gens qui se réintéressent pas au marché. Et d'un point de vue purement vendeur, si tu voulais protéger ce sommet-là, est-ce que tu n'aurais pas tendance à le faire ici, sur la borne haute du range dans lequel on était, qu'on avait intégré, ou à la limite un peu au-dessus? Mais est-ce que tu as vraiment envie de protéger ce high-là en shortant ici? Pour moi, pour moi, la probabilité qu'on aille chasser au-dessus du sommet est assez importante. Donc, honnêtement, si j'étais vendeur, là, je serais mal à l'aise. Je préfère largement attendre une structure de retournement ou genre voir des longs très agressifs plutôt que de short maintenant. En fait. Pour moi, j'ai pas de raison de short maintenant. Et sincèrement, pour moi, à partir du moment où on n'avait pas de structure de retournement ici, pour moi, mon biais bear ne peut pas vraiment continuer d'exister en fait. Personnellement, je suis optimiste sur le marché. Je pensais pas le dire, et je pensais pas honnêtement qu'on allait avoir un rush comme ça. Je pensais personnellement qu'on allait avoir un truc genre le dump, soit une grosse panique, soit un rebond qui allait être vendu assez tôt pour derrière enchaîner sur un truc qui fait un peu mal à tout le monde pour derrière mieux repartir. Mais là, on semble pousser. Si on clôture ici en weekly, pour moi, c'est une des clôtures weekly les plus bulles qu'on puisse voir. Parce que moi, ce que je vous disais, c'est que pour moi, il fallait absolument tenir ce niveau ici, qui était la borne haute du range dans lequel on a latéralisé une dizaine de semaines, dip qui a été fortement racheté, et là, on a cassé la borne haute, et il n'y a rien qui nous retient plus haut, si ce n'est les 52 000, et après, entre les 52 000 et les 60 000, on n'a rien. Donc, pour moi, très sincèrement, je ne peux pas être bear, en fait. Voire même, là, je peux que viser les 52 000, voire les 60 000.
Par contre, pour nuancer, ce qui pourrait me faire changer d'avis, c'est 2 choses. Donnez-moi un instant, je vais juste changer les couleurs. Hop, voilà. Ce qui pourrait me faire changer d'avis, c'est si jamais on commence à prendre ce high et reclôturer en dessous et de faire une structure de retournement, avec des bears au passage qui se sont fait shorter, qui se sont fait squeezer, etc. Et une structure de retournement. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, pour moi, il faudrait qu'on prenne ce high, que les shorts se fassent démonter et que derrière on se retourne. Là, pour moi, là, tu peux justement te dire, ok, c'est un énième piège et on vise plus bas. Mais même ça m'emballe pas. À la limite, ce que j'aimerais voir, si je voulais un vrai retournement, c'est à la rigueur, genre un push vraiment fort, genre vraiment un méga gros short squeeze qui rend les gens beaucoup plus optimistes. Là, à ce moment-là, tu dégages tout le point interest qui s'était ouvert, donc tous les shorts qui ont commencé à stacker des positions ici, tu les squeezes. Ensuite, tu prends ce high weekly autour des 52 000, et donc la dernière résistance avant les 60 000. Et là, à ce moment-là, tu reclôtures en dessous, et là, tu as une structure de retournement, et là, tu peux jouer, à la limite, un retracement plus profond, etc. Mais dans les conditions actuelles, en vrai, je ne peux que être bull, en fait. C'est bizarre, hein. Oui, on n'a pas pris le high, etc. Mais en fait, même si on dit pas partir de là sans prendre ce high, bah justement, en fait, le fait de laisser ce high et de topper juste à côté, ça, ce sera une poche de liquidité sur laquelle on va accumuler des SL de short et qui donc attirera le marché par la suite. Donc en fait, pour moi, en fait, déjà, c'est impossible de short actuellement tant qu'on n'a pas pris ce high. Genre, je pouvais short ici et mettre mon SL au-dessus parce que pour moi, l'invalidation aurait été claire. Mais shorter ici alors qu'on est aussi près de ce high et qu'on peut le sauter et se retourner juste après, c'est pas envisageable. Donc, personnellement, sur BTC, je suis bullish. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille chercher les 52 000. Et après, la question, c'est est-ce qu'on a un rejet sur les 52 000 ou pas? Si on n'a pas de rejet sur les 52 000, derrière, c'est 60 000 en fait. C'est 60 000. Donc, c'est assez lunaire de vous dire ça, hein, mais concrètement, pour moi, on avait ce range dans lequel on a latéralisé. Là, on l'a réintégré, on a latéralisé dedans, on a eu la déviation, on avait le setup parfait pour short que j'ai pris, j'ai coupé à 41 300 ici. Et maintenant, on se fait racheter fortement et on est en train de casser le range à la hausse après 10 semaines de consolidation. Donc, je ne peux que être bull en fait. Je peux pas me mettre face au marché. Donc, je vous dis ce que je pense. Je suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. Si je pensais être bear, je vous le dirais, etc. Et ça m'étonne de vous dire ça en live, de vous dire je vise les 52 000 et après les 60 000. Mais c'est ce que je vois en fait. C'est vraiment ce que je vois. Donc vraiment optimiste sur Bitcoin. Comme je vous l'expliquais, ce qui me ferait changer d'avis, c'est si jamais on prenait ce high et qu'on clôture en dessous. Mais même là, je serais pas ultra convaincu. Ce serait peut-être mieux de prendre ce high et de faire une structure de retournement. Mais dans tous les cas, il faudrait que on ait une punition sur l'open interest parce que là, l'open interest a augmenté trop fortement. Si je prends un short maintenant, j'ai juste l'impression de faire partie des mecs qui ont stacké leur short et qui vont se faire latter la gueule, quoi. Surtout que, en vérité, on n'est pas du tout sur de l'euphorie sur les fundings. On n'est pas du tout sur de l'euphorie. On est sur du neutre. On est sur du neutre avec un prix qui est grave aussi et des gens qui ont essayé de stack des shorts. Donc, voilà. Pour moi, c'est difficile d'être short et je suis plutôt optimiste. Si je devais purement parler target avec le plus de conviction, je dirais 52. Et si on n'a pas de rejet à 52, pour moi, c'est 60. Et si pas de rejet à 60, c'est ATH. Voilà, en gros. Et invalidation, si jamais on dump, à la limite, on peut avoir un dip, mais le dip, il doit être violent et il doit être autour des 44 500. Si on a un dip comme ça, pourquoi pas le racheter, mais et encore, je suis pas très convaincu. Donc, juste bullish BTC, et moi, personnellement, j'essaye de prendre des positions sur les dérivés sur des plus petites UT. Par exemple, moi, j'ai buy le dip ici. J'ai buy le dip ici, et ensuite, lorsqu'on avait ce niveau qui accumulait des lows à chasser, et qu'on a chassé les lows, et que derrière on a reclaim et qu'on a commencé à pousser, moi j'ai mis mon SL là. Donc là actuellement mon SL, donc je suis rentré ici, j'ai mis mon SL ici, je suis rentré ici, j'ai mis mon SL ici, et maintenant je vise tout simplement plus haut. On verra, le truc c'est qu'on a pas mal de lows aussi à chasser, donc il y a moyen qu'on fasse un truc comme ça, ou qu'on reparte, ou qu'on ait un retracement plus profond. Je sais pas, je maîtrise pas ça. Et sinon, d'un point de vue long, j'avais pris un autre long, je crois que je l'avais pris ici. Je crois que je l'avais pris ici, ouais. Je crois que je l'avais pris ici, je les ai courir et je l'ai clôturé ici de mémoire. Ouais, je l'ai clôturé ici. Donc j'ai pris ça et j'ai pris ça. Bon, c'était pas avec de la grosse size, mais voilà, c'est plutôt bien passé pour moi. Donc je pense que vous avez mon opinion sur BTC. Pour ce qui est de... Mais après, on n'oublie pas que sur BTC, on a laissé quand même pas mal de liquidités. Hein. Qu'on se le dise, tout ça là, sur cette consolidation, lorsqu'on a réintégré le range entre les 40 000 et les 44 500, on a consolidé et on a accumulé beaucoup de lows ici qui ne chassent pas les lows précédents. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se faire chasser tôt ou tard. Je sais pas quand, je
Pour l'instant, je pense pas que ça sera chassé tout de suite, hein, mais ça, par contre, ça m'embête. Si jamais on avait eu genre jamais on avait eu ce triangle-là avec genre derrière une chasse vers le bas et ensuite on pump et qu'on arrive dans ce même scénario-là, ça me donnerait vraiment beaucoup plus de conviction. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas du tout chassé ça et qu'on est juste parti. Et donc ça me donne un peu de retenue parce que ça fait quand même beaucoup de lows à chasser et surtout des longs qui n'ont pas été inquiétés du tout. Alors peut-être qu'ils sont pas assez nombreux, hein, mais en tout cas, c'est la sensation que j'ai. Sur Ethereum, pareil. Pour moi, on était dans un range. Ici, on l'avait réintégré, il est parfait. Quand vous voyez le nombre de points de contact ici et au sud, c'est vraiment très très clean. Donc, range, une sorte de grosse déviation, réintégration. Quand on réintègre, l'objectif c'est la bande opposée, on a été le chercher. Et ensuite, rebond. Personnellement, ici, pour moi, il y avait un monde où c'était vraiment un bearish retest et juste on enchaînait vers le bas. Ça n'a pas été le cas. On a accumulé pas mal de lots. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que, voilà, sur ce lot ici, n'a pas été chassé par ces deux lots ici. Donc pour moi, il y a vraiment pas mal de SL de longs qui sont placés ici. Mais le marché semble pousser. Et en plus de ces lots ici, en fait, on a pas mal de lots, pareil que sur BTC, sur la consolidation, qui n'ont pas été chassés. Donc ça m'embête un peu. Si jamais on avait eu genre un dip et que derrière on avait réutilisé ce niveau en tant que support, là j'aurais été très optimiste. Là le problème c'est que, en fait, certes on pump, mais on est dans une des localisations les plus idéales pour short en fait. Là on est sur les 61-70% de retracement de toute cette baisse là, et je m'étais noté quelques zones ici où il y avait des SL à chasser. Et bon, on n'a pas été chercher les deux, mais on a été au moins chercher celle-là. Donc si jamais j'ai une structure de retournement sur Ethereum dans cette zone-là, ici, je pense que je tenterai le short, mais c'est compliqué de tenter le short avec un BTC où je suis très optimiste, en fait. Donc c'est très difficile de se positionner. Honnêtement, c'est très difficile. En général, c'est pas un marché que tu as envie de short. Et est-ce que tu as envie de long ici Non. Ce que tu as envie de long, c'est justement des chasses de SL, des moments de panique, etc. Le moment de panique, tu l'as eu ici, mais je trouve ça énorme qu'on n'ait absolument pas chassé ces lots. Et ces lots, on les a pas chassés sur Binance et on les a pas chassés sur Bybit. Donc on les a chassés nulle part. Donc ça, c'est un peu le bémol en réalité sur Ethereum. Mais autrement, pour moi, Ethereum, on est ressorti du range. Tant qu'on tient ce niveau rouge ici, pour moi, il y a vraiment un monde où juste on continue tout droit en fait par rapport à ce que je vois sur BTC. Faut évidemment garder en tête que ça, c'est Ethereum contre BTC. Putain, ce bearish retest des enfers. Je me souviens que je disais à un pote, mec, genre ce retest là, si jamais on tient pas le niveau envers, ça ressemblerait genre vraiment à un bearish retest de la mort. Et là, c'est un peu ce à quoi ça ressemble. Personnellement, je vais être honnête avec vous, hein, je pense que j'aurais... Enfin, c'est possible de me donner tort et de juste partir comme ça. Hein. Mais je pense que tant qu'on n'a pas la halving, Ethereum va juste sous-performer BTC et qu'il y a de bonnes chances d'aller chercher cette zone jaune, orange. Si jamais on va chercher cette zone orange, proche de la halving, ou au moment de la halving, ou en tout cas qu'on s'en approche vraiment, je pense que là, ce sera vraiment un beau setup pour passer du Bitcoin en Ethereum. Enfin, pour moi, je vais vous le dire, hein, graphiquement, sur le ratio Ethereum contre Bitcoin, pour moi, ici, c'est le seul et meilleur endroit qui me donne envie de flip mes BTC en Ethereum. Parce que ici, vraiment, tu as un niveau qui est parfait. C'est le niveau qui nous a servi de rebond ici en 2017-2018. C'est le niveau qu'on a retesté ici parfaitement. C'est le niveau sur lequel on a buté avant d'avoir cette expansion. Et c'est un niveau idéal pour défendre la tendance, la tendance long terme haussière qu'on avait instaurée ici, avec des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Bon, la tendance haussière long terme, elle est un peu fatiguée, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, si jamais on s'approche de cette zone ici, sur Ethereum contre BTC, je pense sincèrement que ce sera le meilleur spot pour tenter de switch ces BTC en Ethereum, ou en tout cas, de le tenter d'une certaine manière. Je vous dis pas, mettez tous vos bitcoins en Ethereum. Mais en tout cas, moi, c'est un endroit où j'aurais envie de passer certains de mes bitcoins en Ethereum, ou en tout cas de prendre davantage d'exposition à Ethereum et de penser que Ethereum sera en capacité de surperformer Bitcoin. Donc pour moi, sur Ethereum, bah c'est pas ouf par rapport à BTC, mais pour moi, si on récupère soit ce niveau vert ici en tant que support, soit qu'on atteint ce niveau orange, c'est deux zones sur lesquelles j'aurais envie d'être beaucoup plus optimiste sur Ethereum. Et je pense qu'il y aura de quoi, parce que on a eu les ETF sur Bitcoin, on va avoir le halving sur Bitcoin, et une fois que ces deux trucs-là seront passés, ça donnera moins de raisons peut-être court terme d'être euphorique sur BTC. Enfin, ça n'empêchera pas le prix de s'apprécier, mais le marché aime bien avoir de belles narratives et de belles histoires à raconter aux gens pour les pousser à acheter ou à vendre. Et je pense que on aura peut-être plus de belles histoires à raconter sur Ethereum que sur Bitcoin. En tout cas, c'est la réflexion que j'ai en tête là. Donc voilà, donc personnellement,
Je pense que si on va ici, je pense que ce sera vraiment une bonne opportunité pour Ethereum. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour BTC, Ethereum, le total, etc. Je voulais juste peut-être vous montrer BTC plus Ethereum que je trouvais clean. J'en avais parlé dans mes derniers lives. Mais sur BTC, on n'avait pas, excusez-moi, sur BTC, on n'avait pas été parfaitement retesté le bas du range. On n'avait pas été retesté ce bas de range et c'est ça qui m'embêtait un peu en plus de tous les lots qu'on avait accumulés ici. Mais si on regarde sur BTC plus Ethereum, donc l'addition de la capitalisation des deux, on voit que d'un point de vue range, on a parfaitement été retesté le bas de range, que le haut de range nous a servi parfaitement de résistance, et que là, non, c'est trop clean. C'est trop clean. Et que là, on essaye de le déborder. Bon, on verra, hein. Peut-être qu'on va juste... voilà. Hein. Mais en tout cas, je trouve que le graphique de la capitalisation de BTC plus Ethereum est très intéressant. Petit point vite fait, TradFi. J'ai trouvé le S&P très impressionnant. Très impressionnant. Je pense que le graphique parle de lui-même. Comme j'en parlais avec Boubou, je trouve que graphiquement, on a rarement vu quelque chose de si propre. T'avais ton range ici, grosse résistance, gros support, petite déviation, reclaim du support, pump, donc cassure du range mensuel dans lequel on était pendant un an. Ensuite dump, retest parfait du range, expansion. Franchement, graphiquement, c'est magnifique. Et là, t'as un S&P qui est super fort. Donc tous les risk-on, etc. sont en forme. T'as un dollar qui stagne, certes qui a rebondi, mais qui n'empêche pas le S&P de s'affoler. Et t'as un CAC 40 d'ailleurs au passage qui fait un nouvel atterrage. Donc, en vrai, d'un point de vue TradFi, tout va bien. Hein. Tout va bien pour les risk-on en tout cas. Et donc je pense que c'est quelque chose qui peut nous laisser avoir plus d'optimisme sur BTC. Surtout que BTC, qu'on se le dise, est largement en retard. T'as un S&P qui est 5-10% au-dessus de son ATH, là où t'as un BTC qui est encore à la bourre et qui est encore loin de son ATH. Donc pour moi, il y a aussi un monde où juste, genre les cryptos, genre ont lagué jusqu'à maintenant et essayent de rattraper un petit peu les risk-on de la TradFi, quoi. Donc voilà un petit peu pour les plus grosses caps. Je voulais parler aussi d'un autre truc que je trouvais assez intéressant, j'en ai parlé sur Twitter, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui parlent de tout ce qui est order book et qui disent « Regardez, l'order book est vide là, l'order book est plein là, du coup si, ça. » Je trouve que c'est très difficile de tirer des conclusions de l'order book. Je pense que c'est plus facile de tirer des conclusions des trades qui ont été effectués et des tailles de position qui ont été exécutées, prises en compte par le marché lorsqu'elles ont été réalisées, quoi. Anticiper en disant « L'order book est vide là et il est plein là », pour moi, c'est pas la manière la plus intelligente de voir le marché, surtout que c'est un marché où tu as du spoofing qui est pas entièrement régulé. Et comme j'expliquais, il y a peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas qui s'appelle les ordres iceberg. Donc j'en parlais récemment, je vais juste vous en parler 2 secondes. Pour moi, c'est un truc qui est assez intéressant et qui est peu abordé. Donc je suis sur Zone Bourse. Et voilà ce qu'ils disent. Un ordre iceberg est une façon imagée de décrire un ordre ayant une partie visible dans le carnet d'ordre et une partie cachée. L'objectif étant de ne pas informer les autres acteurs économiques de la quantité réelle d'actions que souhaite se procurer un investisseur pour ne pas créer de mouvement de foule et entraîner d'importantes variations de prix. Pour procéder ainsi, l'ordre initial est en fait découpé en plusieurs sous-ordres qui apparaîtront au fur et à mesure de leur exécution dans le carnet central. Donc ce que ça veut dire, c'est que genre même si tu as un order book qui est vide ou qui peut paraître vide, en fait, lorsque tu peux... Là, par exemple, imagine, tu as un ordre de vente de 10 BTC. Et le marché arrive sur cet ordre de vente de 10 BTC. Donc tu vas avoir les 10 BTC qui sont vendus, mais peut-être que lorsque ces 10 BTC seront vendus, donc on aura fil tout l'ordre, bah en fait, tu auras peut-être un autre ordre de 10 BTC qui va pop, ou un autre ordre de 5 BTC, etc. Donc, en fait, l'order book peut te paraître vide, mais en réalité, tu peux avoir plein d'ordres qui sont cachés, en fait. Donc c'est pour ça que moi, je me fie pas vraiment à ce que je peux voir en termes d'ordre d'achat et de vente dans le carnet d'ordre. Mais par contre, regardez ce qui a été exécuté comme trade, c'est très intéressant. Et donc, tu peux voir s'il y a des zones de prix où on a exécuté beaucoup d'achats ou beaucoup de ventes, etc. Est-ce que c'est beaucoup pratiqué ? Je pourrais pas te dire factuellement, je sais qu'il y a tant d'institutionnels qui l'utilisent, etc. Mais je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Après, évidemment, tu as de l'OTC pour ça, etc. Mais moi, je pense que c'est réellement quelque chose qui est utilisé. En tout cas, c'est quelque chose qui est disponible sur Binance et sur Bybit. Et c'est pas un truc de retail. Donc, ça doit être probablement une demande de grosses mains, en fait. Surtout qu'en général, quand tu vois des gros ordres, des gros ordres d'achat, genre peut-être que les gens anticipent un rebond sur cet ordre d'achat avant qu'il soit fil, etc. Tu vois. Donc souvent, je tends à croire que si on devait être complotiste et penser que les gros manipulent le marché, en fait, je pense qu'ils essayent de se placer intelligemment avec des trucs comme ça plutôt que de mettre juste des gros walls. Ou en tout cas, s'ils mettent des gros walls, est-ce que c'est vraiment pour se faire exécuter et juste pas pour empêcher le prix d'y passer ? Je sais pas. À vous de tirer vos propres conclusions.
Mais je trouvais que c'était une piste intéressante de réflexion, et au moins maintenant, vous savez que ça existe. Pour parler des alts, où est-ce qu'on en est sur les alts? Bah écoutez, tout se passe bien sur les trucs que je regarde. Donc je voulais vous parler un peu de Dim. Pour le coup, Dim, c'est ce que Jupiter aurait dû être, en tout cas ce qu'il aurait rêvé d'être. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah on voit qu'on a bien pump, etc. Personnellement, bon, ça latéralise. J'ai vu qu'on avait pas mal de lows qui s'accumulaient. Notamment ici. Donc moi personnellement, si j'étais haussier sur Dim à court terme, j'aimerais bien qu'on aille chasser ces SL avant de rebondir. Et si jamais on devait avoir une chasse un peu plus profonde, peut-être chercher là et après rebondir pour aller chercher justement ces highs qui n'ont pas été chassés ici, voire ici. Mais pour moi, ça ne ressemble pas à un top. Genre la manière dont enfin, le fait qu'on fasse un lower high ici avec pas de chasse très impressionnante, pour moi ça ressemble pas trop à un top. Peut-être d'un point de vue FIBO pour vous donner des points de repère. Si on prend les 38% de retracement, bah voilà. C'est parfaitement là où le prix a rebondi. J'aime pas trop quand on reteste trop de fois les 38% de retracement. Donc par exemple, si on avait une petite chasse de low ici pour derrière repartir, ce serait vraiment bien. À la rigueur, on peut avoir un truc un peu violent, réutiliser ce prix et repartir vite. Mais voilà, si jamais on commence à vraiment clôturer en dessous là, et avoir de l'acceptation en dessous de ce niveau-là, ça m'embêterait un petit peu d'un point de vue Dim. Donc ça c'était pour Dim, il y a très peu d'historique. Pour être honnête, c'est un peu compliqué. D'un point de vue Solana, bah écoutez, tout se passe comme prévu. On a d'ailleurs été chercher tous les highs qui s'accumulaient ici. C'était la zone jaune ici que je vous avais décrite. Pour ceux qui le voient ici sur l'écran, on avait un high, 2 highs, 3 highs, 4 highs, 5 highs qui n'avaient pas été chassés. Et donc pour moi, c'était une vraie poche de liquidité. C'était notamment une des raisons de pourquoi j'avais pris un long ici. Et pour le coup, là, on a tout chassé. Donc, avoir un retracement sur Solana, c'est pas inenvisageable. Je pense que si on va chercher sous ces lots qui n'ont pas été chassés, ce lot ne chasse pas celui-là. Donc, si jamais on avait peut-être un petit retracement ici pour chercher un higher low, pour moi, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Donc, pour défendre ce lot et derrière viser un retournement en faisant mal aux gens qui sont entrés en long un peu tardivement. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas de short en voyant BTC et ETH dans leur gueule actuelle. Pour moi, si je veux prendre des positions sur Solana, c'est uniquement des longues, mis à part si on commence à perdre les $80, quoi. Donc plutôt bullish sur Solana, mais ça ne m'étonnerait pas d'avoir un petit retracement à court terme. Sur Jupiter, c'est mou. Sur Jupiter, c'est plutôt mou. On va pas se mentir. Si on regarde ici, voilà, on a un support, on le casse. Ensuite, on a des liquidités qui nous attendent. On va chercher ces liquidités-là et ensuite, on retourne sous la résistance. On recasse le support qu'on avait. Donc là, pour l'instant, c'est full bearish. Là, on accumule pas mal de lots, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les chasser. Mais si jamais on a un truc comme ça et derrière qu'on récupère ce niveau ici, là, ça pourrait être vraiment bien. Pour moi, sur Jupiter, en fait, il faut juste arrêter de casser des supports, et tenir les supports et casser des résistances. Et tant que c'est pas le cas, tu peux pas être bullish. Je préfère être bullish, genre avec des belles structures et une cassure des 57 centimes ici, que d'être bullish ici par anticipation alors que je sais pas où ça va. Et qu'on n'arrive pas à casser les résistances. Donc, un peu déçu de Jupiter, mais après, si le marché part, il y a moyen, mais un peu déçu, pas mal de flûtes d'ailleurs. PIF plutôt bull, comme j'ai expliqué sur ma dernière vidéo, tant qu'on tient le niveau vert, tout va bien. Moi, je m'étais positionné à peu près autour des 32, 33, 34 centimes, donc c'est là où j'ai acheté et staké. Là, j'ai commencé à unstaker mes PIF pour être liquide, parce que d'ici 2 ou 3 mois, je crois qu'on a un gros unlock, donc pour moi, c'est important d'être bien liquide. Quelqu'un dans le chat qui me dit top 3 alt, please. Frérot, j'analyse ce que j'analyse et tu verras, t'en tireras tes propres conclusions. Mais voilà, pour moi, tant qu'on tient ce niveau en vert, tout va bien. Genre vraiment, support parfait, parfaitement retesté en tant que résistance, on n'arrivait pas à clôturer au-dessus. Là, pour le coup, on a parfaitement flip ce niveau en tant que support. Donc voilà, pour moi, tant qu'on perd pas les 46 centimes, tout va bien. Je pense que PIF va continuer de partir en découverte de prix, parce que pour moi, ça n'existe pas vraiment, mais peut-être que des gens sont d'une opinion différente. Et ce qui va me permettre de juste savoir quand je vais sortir, a priori, c'est soit une énorme euphorie sur PIF juste avant l'unlock, soit le fait qu'on ait ces EMA qui soient perdus ou qu'on commence à les croiser à la baisse. Mais tant qu'on n'a pas ça, je pense juste hold mes PIF et les laisser pump, parce que je pense que si on a un bel airdrop tôt ou tard sur PIF, les gens vont vouloir jouer la même. Et du coup, je pense qu'il y a même plus d'argent à tirer de la spéculation du prix du PIF que à staker les airdrops. C'est un peu mon opinion. Genre sur CDCA, t'as fait x10, quoi. Genre, t'aurais pu ne même pas les staker et faire x10 en étant 100% liquide. Donc, je sais pas. Je dis pas que PIF fera x10, hein, pour moi, ça n'arrivera pas. Mais je serais pas étonné de voir le prix titiller un peu plus haut, etc. Donc, en tout cas, moi, personnellement, c'était important pour moi liquide. Et donc, de toute façon, j'ajuste, mais pour l'instant, je les garde.
Autre chose assez intéressante, Caspa, qui a utilisé ses EMA 9, 13, 18 en weekly comme support. On a essayé de clôturer sous ce niveau ici, mais ça n'a pas fonctionné. Et derrière, suite à cette chasse, excusez-moi, en fait, on a tenu le support et on est juste parti plus haut. Pour moi, le fait qu'on ait 3 highs ici qui soient proches et qu'on puisse partir en découverte de prix assez rapidement, c'est très bullish. C'est-à-dire que même si on a un retracement, je suis intéressé d'acheter. Donc moi, personnellement, si on a un retracement sur Caspa, je pense l'acheter. Pour moi, ce support a été beaucoup trop retesté. Donc pour moi, si on le reteste, ce sera pour dump. Donc pour moi, tout ce qui se passe au-dessus de ce support, genre techniquement là, c'est quelque chose qui m'intéresse d'acheter pour au moins viser cette prise de liquidité au-dessus des highs ici, voire pousser beaucoup plus haut en découverte de prix. Mais en tout cas, actuellement, je suis bullish Caspa tant qu'on perd pas ce niveau en vert. Et tant qu'on perd pas ce niveau en vert, tout ce qui se passe au-dessus, pour moi, ça va être une opportunité d'achat pour essayer de me placer. Je pensais pas dire ça. Honnêtement, j'étais bearish Caspa ici. Enfin, excusez-moi, ici et ici. Et personnellement, je pensais qu'on allait juste tout retracer. Mais j'ai pas pris le short. Mais voilà, si jamais on a un petit retracement, je pense acheter Caspa. Lido, toujours bearish, hein. Honnêtement, Lido, moi, je le trouve vraiment crade. Dans le sens, il est parti en découverte de prix et il a réintégré sous ce niveau ici qui nous servait de résistance ici, ici et ici. Donc, ça ressemble juste à un range hyper long. Si on commence à récupérer ce niveau en rouge, pourquoi pas. Mais là, honnêtement, pour moi, Lido, c'est vraiment pas le plus fort. Et je me demande si la faiblesse de Lido vient pas de la force des Gunlayers et de tous les autres protocoles. Parce que Lido ont pas l'air de trop jouer dans le jeu du risk-taking. Et du coup, peut-être que les gens se disent, en fait, c'est peut-être là où il y a le plus de yield et le plus d'argent à faire, en fait. Sachant que le Lido, le LDO, n'a pas vraiment d'utilité. Et que peut-être qu'il y a plus de valeur à capturer avec le risk-taking, le yield associé, qu'avec le staking natif d'Ethereum. Donc, dans tous les cas, voilà, Lido Finance, c'est utile. Mais je pense que, voilà, il y a une observation assez intéressante à avoir sur ça. Je trouve ça très intéressant. Comme j'ai expliqué sur Arbitrum, je suis très très optimiste. Pour moi, on a juste retesté le précédent ATH, plus les 38% de retracement de toute la hausse. Voilà. Pour moi, si on a davantage de latérisation ici, pour moi, c'est un achat. Même chose sur OP, sur Optimism. Retest du précédent ATH, retest des 38% de retracement de toute la hausse. Si jamais on a davantage de latérisation, j'irai acheter. Pour moi, je peux pas acheter ça. Mais si jamais on a un truc comme ça, pourquoi pas essayer d'acheter avec un SL ici et Zfluor. En tout cas, c'est ce que je surveille. Quoi d'autre? Tao. Bon. Tao, les gars, il n'y a rien à dire. Hein. C'est juste vertical. C'est de la découverte de prix. On n'a jamais été sur ces prix-là. On n'a pas de vendeur. C'est pas liquide. Il n'y a pas de supply disponible pour vendre. Il doit y avoir 10 millions de volume journalier sur un truc qui vaut genre 4 milliards de market cap. Et c'est pas listé sur Binance, ni sur Bybit, ni sur tout ce que vous voulez. Donc, moi, je suis très, très bullish Tao. Genre, je pense que sur Tao, on peut taper genre 4-5 000 $ facile. Enfin, facile. Au moins 2-3 000 $. Ça m'étonnerait pas. Mais je peux pas acheter ça, en fait. Je peux pas acheter vertical comme ça. Genre, si jamais on a un retracement dans le marché ou une consolidation, là, ça m'intéresse. Genre, si jamais on a un truc comme ça, là, alors ça, je peux acheter. Genre, là, j'ai hésité à acheter sur exactement cette chasse ici. Mais voilà, des consolidations de ce style-là, je sais pas si j'ai un setup en daily ou en 4 heures, ça, je peux prendre. Mais juste acheter vertical sans invalidation, c'est trop compliqué pour moi. Donc, en tout cas, je surveille vraiment Tao et je souhaite le meilleur aux gens qui en ont. Et pour finir, peut-être Tia, qui a retesté parfaitement ce niveau qui était une résistance en tant que support ici, qui avait ce niveau qui nous servait de résistance en tant que support ici, qui l'a retesté à nouveau. Pour moi, tant qu'on tient le niveau orange, tout va bien. Surtout qu'on a fait un nouvel ATH et qu'on est en découverte de prix. Donc tant qu'on tient le niveau orange et que ces EMA 9, 13, 18 en 2 jours ne croisent pas à la baisse et servent de support, tout va bien. Par contre, si on a les EMA qui commencent à croiser à la baisse et qu'on commence à perdre en momentum, là je me tirerais. Mais pour l'instant, juste pour moi, on a fait un nouvel ATH. Bon, c'est pas la réaction qu'on voulait après un ATH, mais ça peut vite changer. Donc je hold et je laisse courir. Peut-être terminer vite fait avec Atom. Oula, il avait repris de la force. Bon, il semble en avoir perdu. Toujours déçu. Bon, les potes, je pense que j'ai été plutôt complet. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si je manquais un petit peu de peps à la fin, parce que là, ça fait 2h20 que je suis en live et que je m'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Mais j'espère que vous kiffez. J'espère que vous avez kiffé. Vous voulez voir Alephiam, c'est ça? Apparemment, j'ai pas le choix. Ouais, pourquoi vous parlez tous d'un coup là? Il y a un host ou quoi? Yo les gars, yo 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 yo, yo les potes. Ah, raid de Asher. Ok. Bah écoutez, ça fait plaisir. Merci Owen pour le raid. Merci mon ref. Ça fait très très plaisir.
Pour ceux qui me découvrent, CryptoPixou sur Twitter. Je pense que vous avez peut-être vu ma petite tête de canard passer sur Twitter. Donc CryptoPixou sur Twitter. Et puis avec Capet, moi et Capet, cofondateur de Coin Academy, donc du média. On fait une masterclass tous les dimanches. Donc voilà, un plaisir. On arrive sur 2h30 de live, les potes. J'arrive sur la fin. Donc je vais juste faire une dernière petite analyse. Je vais faire juste Alephium, je pense. Je suis désolé de vous décevoir, les potes, mais j'arrive sur 2h20 de live. Là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Est-ce qu'il y a tout l'historique ou pas sur Alephium, là? Est-ce qu'il y a plus d'historique que ça ou est-ce qu'il y a tout l'historique? Est-ce qu'il y a un indice crypto? Non. Ouais, il y a l'air d'avoir tout l'historique. Bah écoutez, que dire, hein, honnêtement, je dois vous dire d'acheter le x15 des autres, c'est ça? Non, en vrai, écoutez, c'est bien vertical. Moi, je peux pas acheter un truc vertical comme ça, comme je l'explique un petit peu. Moi, je peux, par exemple, acheter des consolidations, même sur des trucs qui sont verticaux. Mais voilà, genre juste acheter pour acheter un truc vertical comme ça, moi, je peux pas. Donc, franchement, trop compliqué. Franchement, trop compliqué. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je pense que juste dans ces cas-là, si vous êtes investi et que vous voulez faire de la gestion active, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste investis et qui laissent tourner, je pense que les EMA 9, 13, 18 en 3 jours sont plutôt utiles. On a vu qu'elles nous ont servi de support sur toute la hausse. Je pense que juste laisser courir le prix jusqu'à ce qu'on casse ces EMA ou qu'on ait ces EMA qui croisent à la baisse, voilà, ça peut être cool. Je pense que dans les cas où on a des marchés qui sont vraiment forts et qui sont vraiment bulles, je pense qu'il faut juste laisser courir et les EMA sont vraiment utiles pour ça. Et je voulais parler de quoi Vous voulez une analyse de Tada là, c'est ça? Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y a Mina, excusez-moi. Et Mina, bah écoutez, Mina pour moi c'est vraiment propre. Hein. Moi graphiquement, Mina ça me parle. Pour moi c'est vraiment propre. C'est propre dans le sens où, pour moi on avait juste une résistance ici en weekly qui était vraiment clean. On a plusieurs retests. Là, on l'a parfaitement retest à nouveau. Je pense qu'on pourrait même la mettre en mensuel. En mensuel, c'est vraiment clean. On a vraiment un niveau horizontal mensuel qui est vraiment clean et qui a été parfaitement retesté. On voit que, globalement, c'est le niveau sur lequel on est resté tout le bear pendant un peu plus d'1 an et demi. Et là, apparemment, on est en train de le flip en tant que support. Donc ça, c'est vraiment cool. D'autant plus que... On a fait des equal lows ici. Ouais, ça, c'est pas ouf, par contre. Mais d'autant plus que là, on a une belle consolidation. Donc si jamais j'ai un setup qui est sympa, pour moi, tout va bien. Par exemple, moi, si on commence à perdre ce niveau en vert, ça m'embête. Il y a toujours la possibilité qu'on dump et qu'on se retrouve dans une zone ici idéale pour jouer un higher low et donc essayer d'amorcer une tendance haussière long terme en faisant... Du coup, là, on a fait un higher high, donc un high plus haut que le précédent. Donc peut-être avoir un retracement pour essayer de défendre ce low et derrière de poursuivre cette tendance haussière. Mais voilà, moi, si je devais la jouer un peu court terme, j'essaierais de me positionner proche du niveau vert et si jamais on le perdait, peut-être sortir et attendre une meilleure opportunité pour me replacer. Mais ouais, moi Mina ça me parle, surtout que Mina il a pas mal de retard et si on regarde d'un point de vue Fibo et d'un point de vue niveau, on a les 38% qui sont... Pour moi la première target ce serait cette zone ici là. Moi ça c'est vraiment la première target je dirais, et après si ça run probablement autour des 4,20$, 4,40$. C'est pas la première fois que je regarde ce graphique, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais ouais, tant qu'on tient ce niveau vert, je pense qu'il y a moyen de viser rouge, quoi, pour faire très 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 simple. Mais si jamais on commençait à perdre le niveau vert, voilà, ce serait caca. Moi, je suis plutôt optimiste sur BTC pour l'instant, un peu moins sur Ethereum, mais plutôt optimiste sur le marché, donc ça peut suivre. Après, comme je l'expliquais juste avant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que regardez sur l'indice de la capitalisation des altcoins divisé par BTC, on voit que les altcoins sous-performent systématiquement BTC et que là, ça continue et que là, on a réintégré globalement une zone qu'on travaille depuis longtemps en fait. Donc pour moi, ça c'est tout sauf bullish pour l'instant sur les alts, comparé à BTC en termes de performance. Donc voilà. Bah écoutez les potes, j'avoue que là je suis un peu fatigué, on arrive sur 2h20 de live. En tout cas merci beaucoup Owen pour le raid, ça me fait très très plaisir. J'espère que pour ceux qui ne sont pas arrivés avec le raid, vous avez quand même kiffé. Pour ceux qui sont avec le raid, vous avez vu peu de choses mais que c'était plutôt cool. J'avoue que j'ai été très complet avant sur l'actuel fonda, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite, c'était Picsou. Tchuss.